No pain, more gain. Bienvenue dans le podcast qui explore l'envers du décor de la vie des sportifs de haut niveau. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'un sportif pour parler de ce qui se cache réellement derrière ses performances, les 99% de sa vie que personne ne voit. Moi, c'est Edouard, ancien sportif de haut niveau pendant 15 ans dans le volley. J'ai arrêté ma carrière à 32 ans, après 52 sélections en équipe de France, mais aussi un burn-out, des blessures et des galères financières. Je suis bien placé pour savoir que derrière chaque sportif se cache un homme ou une femme comme vous, avec des hauts et des bas, face à ces challenges du quotidien, de la blessure physique à la pression psychologique. Dans chaque épisode, vous ressortirez avec les secrets des plus grands sportifs pour trouver votre propre équilibre, parce que je suis convaincu que nous sommes tous à notre échelle des sportifs de haut niveau. Et salut Benjamin, comment ça va ? Salut Edouard, ça va super et toi? Et écoute, c'est un vrai plaisir de t'avoir dans mon podcast, donc No Pain, More Gain, où donc je pars à la rencontre des athlètes de haut niveau, tout simplement pour partager l'envers du décor de leur parcours, à la fois en tant qu'athlète, mais aussi après leur carrière, comme toi. Pour ceux qui te connaissent pas, Benjamin Lang, donc tu es ancien membre des équipes de France d'aviron, tu as aujourd'hui 38 ans. Tu as arrêté ta carrière il y a 9 ans, c'était après les Jeux de Rio 2016. C'est ça, ouais. Donc tu as participé à 2 Jeux olympiques, donc ceux de Rio puis et avant à Pékin en 2008. C'est ça, Heu, ouais. Pendant cette carrière, tu as été 2 fois vice-champion du monde, médaillé de bronze aux championnats d'Europe. Tu as une dizaine de médailles aux championnats de France, c'est bien ça? Un peu plus, ouais, je pense une Un peu trentaine. plus même? Ouais. D'accord, bah, j'en ai oublié, c'est Wikipédia qui liste, alors j'ai dû en zapper et donc tu as arrêté ta carrière il y a maintenant près de 9 ans. Ouais, Tu es aujourd'hui aussi engagé en tant que membre de la commission des athlètes de haut niveau, du CNOSF, donc le Comité national olympique et sportif français. Ça, tu pourras nous expliquer un peu ton rôle là-dedans aussi. avec plaisir, ouais. Et aujourd'hui, tu es responsable des partenariats pour l'Europe du Nord chez Shopify. Donc Shopify, c'est un des acteurs leaders, si ce n'est le leader, sur le marché des CMS, donc créateurs et éditeurs de sites web. C'est Est-ce que ça. déjà sur la petite intro, la présentation sur qui tu es, est-ce qu'on est bon, Benji? Ouais, j'ai juste été promu il y a 2 mois de ça, 3 mois de ça maintenant, donc je suis maintenant en charge de tout IMIA, l'Europe, le Middle East et l'Afrique pour, les partenariats, ouais. Donc Eh ben, c'est écoute, presque félicitations pour fit. ça. Félicitations Merci, ouais. pour la promotion et ça montre encore une fois à quel point, bah, tu performes aujourd'hui dans ta nouvelle vie. Petite parenthèse aussi, c'est un épisode qui me tenait à cœur parce que Benjamin et moi, on se connaît, depuis pas mal d'années. On s'est rencontrés, lors de nos études, donc en école de commerce à Montpellier. C'était, dans les je crois que c'était 2006, Ouais, c'est jusqu'à ça, ouais. 2010, donc on a fait partie de la même promotion. Donc c'est un épisode qui, voilà, me tenait à cœur et je sais que tu auras tellement de choses à partager, à tous les cadres dirigeants qui vont nous écouter et aussi les sportifs évidemment, pour, les aider dans leur, reconversion. L'objectif de notre échange, c'est que tu puisses, nous partager comment tu as fait pour transférer tout ce que le sport t'a appris dans ton nouveau rôle de cadre dirigeant avec, bah, forcément des grosses responsabilités? Et avant d'aller dans le vif du sujet, bah, je te propose de te présenter. Ouais, bah, écoute, encore une fois, merci de me recevoir. C'est super cool de pouvoir passer un moment avec toi, comme toujours. Ça me rappelle, ces bons moments qu'on a passés sur les bancs de l'EC Montpellier. Ouais, alors en fait, moi, en effet, j'ai fait de l'aviron pendant j'ai fait 12 ans de haut niveau. En effet, je suis venu à l'aviron, assez jeune. L'aviron, c'était pas un sport, familial, donc j'ai un peu débarqué par hasard dans ce sport-là. Et puis, assez vite, j'y ai performé. J'ai pu monter un peu dans les catégories et faire des médailles dans le championnat de France, dans les différentes catégories, jusqu'à faire mon premier championnat du monde en 2004, championnat du monde junior. Après ça, j'ai fait championnat du monde junior encore l'année d'après, championnat du monde moins de 23 l'année d'après. Et après, je suis rentré en équipe de France élite. Donc, je suis allé assez vite dans le collectif A, remplaçant aux Jeux de Pékin. J'ai fait ensuite, j'ai loupé les Jeux de Londres malheureusement, ce qui a été un peu difficile à vivre pour moi d'ailleurs, c'était un moment assez dur. Et j'ai fait les Jeux de Rio. Pendant 12 ans, on s'entraînait dans un sport qui est assez rugueux parce que tu t'entraînes
entre 20 à 30 heures par semaine. C'est un sport qui est quand même très répétitif, où tu fais beaucoup de foncier, beaucoup d'endurance de force aussi. Donc, tu encaisses, quoi. Tu encaisses beaucoup et tu n'as pas Ouais, moi trop de je me semaines de souviens de repos. toi, dans la salle du Krebs de muscu où tu étais vraiment un ovni, à enchaîner les séances à la fois cardio sur Sur du coup le l'ergométrie, rameur, ouais. là c'était impressionnant et puis, les séances, de résistance musculaire en squat, waouh, c'était juste, Ouais. impressionnant. Mais on rentrera dans ce sujet, un peu plus dans le détail ensuite. Ouais, donc ouais, j'ai fait, donc l'aviron, ça a été, quand même une grosse partie de ma vie, mais je l'ai toujours fait en parallèle de de mon parcours estudiantin, tu vois? Où j'ai fait donc, l'ESC Montpellier avec toi. J'avais fait, 1 année de prépa avant, et après l'ESC Montpellier, je suis allé bosser dans les télécoms, où j'étais en charge d'une équipe, assez large, au service client chez Bouygues à Bordeaux, où en gros j'avais, entre 40 et 75 personnes à manager, Oui, tout j'ai en vu étant ça. sportif de haut niveau, tu vois? Donc j'avais les 2 en parallèle, hem, jusqu'à la fin de ma carrière en 2016, ma carrière sportive en 2016, et là j'ai changé de boulot, je suis allé m'installer aux Pays-Bas où je suis actuellement. J'ai eu quelques boîtes dans lesquelles j'ai pu, grandir professionnellement, réussir cette transition professionnelle qui est jamais un moment simple, et voilà, et Ouais. maintenant j'ai 2 enfants, une femme, ici, aux Pays-Bas, tout va bien. Et incroyable parcours et j'aimerais qu'on revienne vraiment, à tes débuts, Ouais. dans le sport de haut niveau, enfin, pour comprendre à quel moment, en fait, l'aviron est devenu ce sport où tu allais faire carrière, tout petit. Donc, il me semble pas que tes parents soient dans le sport. Moi, Non, pas du tout, ouais. j'ai vu qu'il y avait, ton papa qui était, plutôt artiste que sportif. Ouais, ouais, exactement, ouais. Ouais, en fait, je viens d'une famille qui est pas vraiment une famille de sportifs. Mon père, il écrit des chansons. Donc, en gros, il a écrit des chansons dans pas mal des chansons les plus écoutées en France sur les 70 dernières années. Tu un Donc, exemple d'ailleurs de chanson? ouais, il a écrit pour Johnny, il a écrit pour Ah Céline oui. Dion, il a écrit pour Pierre Bachelet, toutes les chansons de Pierre Bachelet, tu vois? Typiquement, Au Nord, c'était les corons, c'est mon père qui l'a écrit. Enfin, tu vois, pas mal de Oh! chansons comme ça. Au nord, c'était Donc, les camps, mais et ça, je savais même pas que c'était ton papa qui avait ouais, écrit, mais ouais, tu sais ouais, qu'étant du nord de la France, moi, ça te parle. ça me parle. Ouais, ouais, il a écrit Incroyable. toutes les chansons de Pierre Bachelet, donc ouais, donc en fait, moi, j'ai grandi dans un milieu, où on avait des artistes à la maison, on avait, tu vois, cette ambiance-là. Mais D'accord, avec mon frère, j'avais mon grand frère qui a 3 ans et demi, 4 ans de plus que moi, on était vachement actifs, vachement, sportifs déjà, très jeunes. ouais, Et en fait, quand on avait 10 ans, mon frère et moi, pour des raisons, familiales, à un moment, on a passé pas mal de temps, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Donc, moi, d'accord. j'avais passé 1 an quasiment à Val Thorens, et au ski donc, où j'ai vécu dans une station de ski. Pendant ce temps-là, mon frère a vécu à 600 kilomètres de moi. Donc on a vécu pendant, 1 an séparés, et en Vous fait, quand vous aviez quel âge? moi j'avais 9 10 ans, un truc comme ça, et D'accord, lui il avait OK. 4 ans de plus. Et en fait, quand on s'est retrouvés à Bordeaux, et lui, il avait commencé l'aviron pendant cette année-là. Il avait essayé l'aviron parce qu'en fait, il avait des problèmes de dos. Mon frère, il était, très doué dans le sport. Il est doué dans le sport, il est doué dans tout. Mon frère, il est génial, c'est un dieu pour moi. Et en fait, il avait fait du sport de haut niveau, un tennis, et il avait été Ouais, repéré par l'entraîneur de Pete Sampras, et il devait partir aux États-Unis. Et en fait, avant de partir, ils lui ont fait des tests physiques, et ils se sont rendus compte qu'il avait la colonne vertébrale complètement tordue. Et donc, ils lui ont dit, bah, non seulement tu vas pas aux États-Unis dans l'école, de tennis là-bas, mais il faut que tu arrêtes le sport, enfin ce sport-là, et ce serait bien que tu te mettes soit à la natation, soit à l'aviron pour te remettre le dos droit. Et comme il n'avait pas très envie d'être dans l'eau, il s'est dit, je vais essayer d'être sur l'eau. Et donc, il a commencé l'aviron comme ça. Et donc, quand on s'est retrouvés, mon frère et moi, et ben, il s'est dit, bah, je vais envie de continuer l'aviron. Il y avait un club à Bordeaux, et donc ma mère nous y a amenés. Mais d'abord, elle devait me déposer à la danse classique. Parce que moi, j'avais envie de faire de la danse classique quand j'avais OK. 10 ans. Je sais, c'est un peu bizarre, mais je trouvais que c'était très élégant. Il y avait un truc qui m'attirait là-dedans. Et puis, j'étais dans un milieu d'artistes, tu vois. Donc, il Ouais. y avait une espèce de connexion, tu vois, là-dessus. On écoutait beaucoup de musique classique à la maison. Et en fait, je suis arrivé une demi-heure trop tôt à la danse classique. Donc, ma mère m'a dit, bah, on n'a pas le temps, il faut aller à l'aviron pour inscrire ton frère. Donc, on y repassera, quoi. Et en fait, on est allé à l'aviron. Et moi, j'avais quand même vachement envie d'être avec mon frère. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, mon frère a commencé à essayer. Puis moi, je suis arrivé le premier jour, j'ai dit à ma mère, mais moi, là où va mon frère, j'y vais, donc tu me prends une licence pour l'année. Et la licence, l'aviron, ça coûtait relativement cher, c'est un sport immatériel, donc Ouais.
Donc à la fin de la première séance, après avoir dit ça à ma mère, je me rends compte qu'en fait je déteste, quoi. J'ai pas du tout envie de faire de l'aviron, je déteste ça, ça me plaît pas du tout, et donc ma mère elle me dit: «Ouais, mais c'est trop tard, je t'ai pris ta licence là». Donc Ah oui, donc tu n'avais plus le choix, tu pouvais j'ai pas plus le choix. repartir à la danse? Non, non, j'avais plus le choix et ma mère elle me dit: «Tu as pris ta licence, tu t'es engagé et quand on s'engage, quoi». Donc D'ailleurs, ça, c'est un des sujets en tant que parent, je pense que c'est bien qu'on l'évoque aussi quand même, c'est toujours dur, je trouve, de donner une direction à son enfant, ah c'est sûr, heu, ouais. justement sur une pratique d'activité sportive, physique. Moi, avec mes enfants, mes 2 filles, toi, aujourd'hui, avec tes 2 garçons, c'est quelque chose, je trouve, en tant que parent qui est assez ingrat. Moi, aujourd'hui, c'est ma mère qui m'a imposé de faire un sport co, donc le volley, Ouais. à un moment où, à 14-15 ans, je faisais que du tennis, je voulais faire que ça et je voulais arrêter le volley et ma mère a fait que, je n'ai pas arrêté le volley et j'ai fait cette carrière derrière, donc c'est Ouais, des sujets. c'est des sujets pas faciles. En fait, je pense qu'en tant que parent, on doit être des révélateurs quelque part et en fait, même si l'enfant ne le comprend pas trop, il y a des éléments tu vois, qui vont correspondre à l'enfant, sur lesquels il faut qu'on aille essayer de les révéler et en fait, ma mère, elle avait compris quand je lui disais que je détestais ça, que peut-être je détestais pas vraiment ça, qu'il y avait un truc qui allait être bien et que j'allais être avec mon frère, que j'avais pas Ouais, vu pendant longtemps et d'accord. donc il y avait certainement un raisonnement derrière tout ça pour elle, tu vois? Et puis après, il y avait aussi le raisonnement fondamental qui est quand tu t'engages, tu vois? Ouais, Et ouais, ça, c'est ouais, une valeur assez forte dans ma famille. ouais. Et donc en fait, ma mère, elle m'y a amené à chaque entraînement 3 fois par semaine avec mon frère. Le premier mois, moi, je pleurais dans la voiture, je voulais pas y aller, quoi. Je voulais pas y aller et au bout d'un mois, il y a un truc qui a cliqué. Je me suis dit: «Tain, en fait, ce sport, il y a un truc qui est bien dans ce sport, il y a un truc, familial dans ce sport, il y a un truc, il y a des valeurs qui me parlent», tu vois? Il y avait une sorte de connexion qui s'est opérée à ce moment-là D'accord. et donc je me rappelle assez distinctement, tu vois, aller voir un mec, un espèce d'énorme mec super costaud dans une travée avec, plein de bateaux. Il y a un mec vraiment, vraiment énorme, quoi et je vais le voir, il était, en t-shirt, il avait un t-shirt bleu, et je lui tire la manche et je lui dis, j'avais 10 ans, je lui dis: «C'est quoi le mieux à l'aviron?» Il me dit, «Le mieux à l'aviron, c'est d'être en équipe de France, d'être champion du monde». Il s'avère que ce mec, il venait d'être champion du monde et il allait devenir champion olympique 2 ans après. Et ce mec-là, c'est devenu. Et je lui dis: «Ok, bah, je vais faire ça alors». Tu vois, alors il se marre, tu vois, il se dit: «Bah, t'es mignon, toi, t'as 10 balais, commence par t'entraîner, on en reparlera après». Et en fait, j'avais décidé que j'allais faire du haut niveau à ce moment-là, à 10 ans, quoi. Et lui, il est devenu mon entraîneur, il est devenu mon coach, il est devenu mon mentor. Ce mec s'appelle Michel Andrieux, il est devenu champion olympique aux Jeux olympiques à Sydney, une des courses les plus légendaires de l'aviron d'ailleurs. Et en fait, j'avais pris cette décision-là et depuis lors, je me suis donné cet objectif et lui m'a suivi et j'ai suivi mon frère qui lui aussi a fait d'ailleurs un peu de haut niveau en aviron. Et donc c'était, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que le kick s'est passé à l'aviron, quoi. Donc pour résumer, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu ce moment où, tu es arrivé un peu trop tôt, en avance par rapport à un cours de danse, Ouais, où tu te rends compte que, bah, tu as envie d'être avec ton frère, et de partager encore, des activités avec lui. ouais, Que ça a été dur au début, que ta mère t'a imposé pendant un bon mois et finalement, il y a le cette kick, ouais. rencontre avec, ton Michel, coach ouais. Michel, champion olympique, qui, sera vraiment cette inspiration pour toi et qui, a été ce déclic et à partir de là, comment ça se passe dans Bah, il a il l'aviron? il a pas été le déclic, j'ai eu le déclic, tu vois? Oui, Et pardon. je l'ai confirmé avec lui et lui après m'a accompagné, ouais. OK, d'accord. Et là, tu es encore très jeune, on Ouais, parle de à 10 jeune ans. ado. Ouais. Comment ça se passe, pour comprendre par rapport à des structures comme le volley? Comment ça se passe justement le lancement dans le haut niveau? Est-ce qu'il y a des pôles espoirs? C'est quoi les Ouais. structures aujourd'hui? Ouais, alors tu as des pôles espoirs en effet, mais qui arrivent plus tard, qui arrivent plutôt genre quand tu as, environ 16 ans. Donc tes premières années, elles sont structurées autour de ta vie de club, en fait. Donc tu OK, as des clubs d'aviron un peu partout en France, tu dois en avoir 400 en France et en fait, tu commences à faire tu as ton premier championnat de France que tu peux faire à partir de 12 ans à l'époque, c'était quelque chose comme ça. Donc les 2 ouais, premières années, moi, j'étais trop petit, trop léger, je ramais, tu vois? Mais j'avais pas vraiment de compète. Par contre, je barrais beaucoup, tu vois? J'étais petit bonhomme au bout du bateau qui fait la direction du bateau et qui donne des indications et en fait, comme on n'avait pas beaucoup de barreurs au club, souvent je me retrouvais à barrer des équipages d'anciens ou de bons, tu vois? Des ouais, seniors, les mecs qui avaient de la bouteille et en fait, ça m'a permis de façonner un peu mon œil
autour de l'aviron, de comprendre un peu la logique de ce sport, tu vois, d'être bien formé en fait. Ouais. Et tout en faisant un peu, en faisant des bornes, tu vois, j'allais ramer, je me plaisais sur l'eau. Et Michel venait me voir de temps en temps quand il avait fini ses entraînements. Parfois, il prenait le bateau moteur, il venait me suivre en bateau moteur. C'était génial, tu vois, quand t'as 10 ans et que t'as un mec qui est champion du monde qui vient te C'est suivre, clair. c'était formidable. Et ça m'arrivait de le barrer aussi quand il montait dans le bateau avec les mecs du club. Donc pendant ces 2 premières années, j'ai pu, tu vois, connecter avec ce sport, mais sans aller faire du haut niveau. Et après, moi, je voulais faire de la pointe. À l'aviron, tu as 2 catégories, tu as la coupe, Ouais, donc c'est 2 avirons par personne, et tu as la pointe, d'accord. c'est 1 aviron par personne. Donc nécessairement, la pointe, c'est un bateau collectif, parce que tu peux pas être, si tu es tout seul d'un côté et que tu es tout seul dans ton bateau, tu fais des ronds. Oui, Donc moi, mon club, c'était un club de pointus, c'était un club où on avait ces pointus-là, et donc moi, j'avais envie de faire ça. Et en fait, quand tu es jeune, de 12 à 14 ans, les championnats de France, c'est nécessairement en couple. d'accord. Donc avec 2 avions, parce que ça te met bien dans l'axe, et comme tu grandis, il vaut mieux pas trop que tu te débordes pour pas abîmer ta colonne vertébrale. Donc en fait, moi, je rongeais mon frein pour avoir 14 ans pour commencer la pointe. Et sur mes 2 premières années, j'ai fait le championnat de France en coupe. On fait une médaille au championnat de France quand j'avais 12 ans. Donc sur mon premier championnat de France, d'abord je fais une médaille en barrant à 11 ans, je fais une médaille à 12 ans en ramant. L'année suivante, je fais pas de médaille, on fait 5e au championnat de France. Et l'année d'après, j'arrive en pointe, donc là, dans le sport que j'avais vraiment envie de faire. Ouais. Là, on fait champion de France cette année-là, on fait médaille de bronze l'année d'après. Donc après, et là, si tu veux, l'année de 12 à 14, c'est l'année où on commence à repérer un peu les talents. Ouais, Euh, et, tout à fait. et moi, j'avais la chance immense d'avoir commencé à l'aviron avec un groupe de jeunes avec lequel je suis resté très proche. Et en fait, tu crées des amitiés dans ce sport qui sont des amitiés qui me tiennent toujours aujourd'hui. Et donc à 12 ans, j'ai une bonne partie du groupe qui est toujours mon groupe de potes aujourd'hui, Ouais. qui a commencé l'aviron avec moi, enfin qui a continué l'aviron avec moi. Et donc on a commencé à faire des médailles. Et en fait, quand je suis arrivé à 14 ans, on était un groupe de 50 gamins qui avaient tous le même âge à l'aviron. Donc on faisait plein de 8, on faisait plein de bateaux. Le 8, c'est le bateau le plus long, tu sais. D'accord. Et on faisait plein de bateaux comme ça. Et c'était cool, tu vois. On avait vraiment une dynamique assez géniale. Et en Et France, justement, tu parles de dynamique de groupe, d'adhérents, à des assos, sportives. C'est quoi les grands clubs, parce que tu étais donc à Bordeaux, ouais, Bordeaux, ouais. il y a des grandes références en France à citer? Ouais, alors après, tu as beaucoup de clubs qui réussissent très bien à faire, du recrutement, dans les écoles. Nous, Bordeaux, à l'époque, en tout cas, on arrivait vraiment à faire du recrutement assez large. On allait recruter dans les Ouais, écoles, donc on avait pas mal d'adhérents. Après, à travers la France, tu as beaucoup de clubs, typiquement à Paris, tu as Boulogne-Billancourt, tu as un super club. Tu vas avoir aussi dans l'est de la France des clubs qui sont, des clubs assez majeurs comme Reims, Verdun. Tu vas avoir Grenoble qui est aussi un bon club. Tu vas avoir, Bergerac, pas très loin de chez nous, à Bordeaux, qui était un très bon club aussi. En fait, à Bayonne, tu as plein de clubs à travers la France qui vont avoir des histoires un peu particulières. Et donc ouais, t'en as quand même pas mal de gros clubs qui ouais. arrivaient bien à recruter des jeunes, donc avec des groupes assez larges. Donc tu as cette, 1re phase en fait, on va dire dans ta formation, vers le haut niveau, qui est plus au sein des clubs et Ouais, donc à partir de 16 ans, c'est là où tu peux rentrer dans des structures c'est ça. et À comment partir ça de, se passe ensuite? à partir de 16-17 ans, tu peux entrer dans les structures. La plupart des gens le font. Moi, je ne l'ai pas fait. Je voulais pas. Je voulais rester dans D'accord, mon club. Je sentais que c'était une clé de performance pour moi d'être entouré de mon groupe, tu vois. OK. Et en plus, j'avais la sensation que quand je regardais les structures fédérales, je trouvais les entraîneurs nuls. Enfin, je trouvais pas les entraîneurs bons. Je trouvais pas les mecs qui faisaient des programmes. C'était tout du copier-coller. Il y avait pas. Enfin, tu vois, je sentais pas que c'était une démarche de perf en fait. Ouais, Et j'adore ton franc-parler et c'est ce qu'il faut ici. Donc là, toi, tu as carrément été à l'encontre d'une structure en place qui est fédérale. ouais, Moi, je pourrais en parler aussi, parce que c'est exactement pareil c'était dans des le marches volley, le ouais. beach volley. C'est toujours les guéguerres sur, ce qui est mis en place dans un intérêt qui est le seul intérêt de la tête, c'est-à-dire la performance Ouais. et donc toi, tu as fait ce choix de pas rentrer dans cette J'ai fait structure. ce choix de pas rentrer dans cette structure, ouais, ce qui était un choix, un peu culotté parce que quelque part, quand tu es jeune et que tu as envie de tout prouver, bah, tu sais, c'est facile d'aller, répondre à ces sirènes-là, donc j'aurais pu, mais j'ai pas voulu le faire. J'avais, la sensation d'avoir tout ce qu'il me fallait à la maison pour être performant. Donc je suis pas parti en structure. La plupart des mecs qui étaient en équipe de France sont partis dans les structures fédérales et
je pense que ça les a pas vraiment aidés selon moi, mais moi j'avais ce socle de performance à la maison qui m'allait bien, donc je suis pas allé en structure. Et là, rapidement, parce que ça fera partie du sujet, le socle de performance. Tu parlais d'une première clé de performance, c'est qu'est-ce que tu avais autour de toi, justement, déjà à 16 ans pour pouvoir te dire: «Bah, je suis mieux dans cet environnement-là»? Ouais, alors moi il y avait 2-3 choses qui étaient assez clés. La première, c'était que, j'avais pas envie d'avoir un coach qui me colle au cul toute la journée. J'aimais pas OK. ça. Moi, j'étais très autonome tout de suite, j'avais besoin d'avoir mon indépendance et le truc un peu particulier, c'est que moi, j'habitais à 50 bornes du club. J'habitais super loin de mon club. Donc, ma mère, elle devait m'amener à la maison, enfin, elle devait m'amener de la maison jusqu'au club, tu vois? C'était pas facile pour elle, ni pour mon père d'ailleurs et donc pour moi, j'avais cette nécessité, si je voulais être performant, de m'entraîner à la maison, tu vois? OK. Donc j'avais fabriqué à la maison une salle de muscu, j'avais un ergomètre à la maison, j'ai alors la mauvaise idée qu'on a eue, c'est que j'avais mis la salle de muscu à l'étage dans un endroit, dans une espèce de grange et donc j'ai failli faire tomber tout l'étage à force de Ah de faire oui, tomber des poids dessus, mais bon. tu m'étonnes. Tu vois, j'avais besoin d'un peu d'autonomie. Ouais, Très tôt, en fait, j'ai retrouvé que j'avais besoin d'avoir l'autonomie dans ma pratique sportive ouais, et presque d'aller, m'extrémiser tout seul, tu vois? Donc ouais, j'allais me réveiller à 5h30 du matin pour faire de l'ergomètre, quand j'étais au lycée. Enfin, tu vois, j'aimais bien savoir que personne d'autre s'entraînait aussi dur que moi ou ouais, s'entraîne de la même façon que moi. Donc j'avais besoin d'avoir un truc un peu, que je façonnais moi et pas quelque chose qui allait me tomber dessus par une structure fédérale en disant: «C'est blanc, c'est, telle heure, tel truc», tu vois? Ça m'emmerdait. J'avais besoin de ma structure et donc avoir cette indépendance-là, c'était clé. Pas avoir un coach qui me colle au cul tout le temps, c'était assez clé et ouais. d'avoir quelqu'un qui m'inspire, c'était très important pour moi et Michel, qui était mon mentor à l'époque, qui était mon entraîneur aussi à l'époque, c'était quelqu'un qui, c'est un taiseux, tu sais, qui va pas te parler beaucoup, mais qui va te suivre peut-être une fois toutes les 2-3 semaines, voire tous les mois en bateau, et qui va Mmh. te donner 2-3 clés et qui va être là pour, te confronter à la réalité dure de ce que doit être le haut niveau et donc Ouais. moi, il me disait, il a quelques phrases légendaires de Michel, je t'en parlerai peut-être au fur et à mesure, tu verras, notamment quand j'étais en prépa où il me disait des trucs, mais heu, des fondamentaux, tu vois? Il me disait: «Mais tu sais Benjamin, ta journée elle fait 24 heures», tu vois? J'étais: «Ah bah merci Michel». Quand je pensais que j'allais pas avoir le temps de m'entraîner quand j'avais 10 heures de cours dans la journée, il dit: «Non, non, 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 mais Benjamin, une journée ça fait 24 heures, hein». Je dis: «Ouais, mais si je m'entraîne, si je travaille 10 heures, il me dit: «Ouais, mais tu dors combien de temps?» Je dis: «Bah 7 heures». Il dit: «Ouais, ça fait 17 jusque-là, OK, ouais, OK. Tu as combien de temps pour manger, pour te déplacer?» «Bah 1h30». «OK, OK». Ah ouais, bon, bah, tu vois, ça t'amène à 18h30, ouais et puis après tu vois, quand on calculait les trucs comme ça, il me dit: Ouais. «Ouais, bah, donc là, il te reste 3h30 dans la journée pour t'entraîner». Je dis: «Ah ouais, ouais, vu comme ça, ouais». Il me dit: «Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes la télé, il faut que tu arrêtes tout ça, mais tu le fais pas de toute façon, donc tu vois, tu as vachement le temps de t'entraîner». Donc tu vois, il avait des espèces de trucs comme ça qui étaient très directs et moi, j'avais besoin de ce côté inspirant, tu vois, quelqu'un qui va cut the crap, tu vois, qui va te dire les Ouais. choses. Donc ça, c'était important Et pour moi. et tu disais que tu pas besoin d'entraîneur, tu es quelqu'un de proactif, d'indépendant, d'autonome. Michel, lui, c'était quand même ton entraîneur au final? Ouais, ouais. Donc c'était plus donc lui avait ce rôle avec cette casquette, au-delà donc du rôle de mentor, et ensemble vous commenciez à justement préparer vos saisons? C'est vous Ouais. avez travaillé ensemble là-dessus? Ouais, lui, il était très fort pour me faire un programme d'entraînement qui allait bien me correspondre, qu'il allait ajuster au fur et à mesure. De toute façon, l'aviron, c'est un sport où il faut que tu fasses du volume, tu Ouais, vois? OK. J'avais plutôt un bon toucher d'eau parce que j'avais été bien formé jeune, tu vois? Ouais, J'avais eu des coachs aussi jeunes qui ont été formidables, qui m'ont donné un peu ce toucher d'eau. J'avais, je pense, j'étais un peu prédestiné aussi à bien toucher l'eau. À l'aviron, tu sais, tu les gens qui glissent, tu as les gens qui ouais, qui comprennent un peu le geste et ça, je l'avais relativement naturellement. Donc derrière, Michel, il s'est dit: «Non, mais il faut qu'on construise sa caisse», tu vois? Ce mec-là. OK. Mais après, moi, je suis pas fait pour l'avion. Je suis trop petit, je suis trop léger, donc assez Tu vite, mesures combien? Tu pèses combien? je fais un Comme mètre ça les 85 et je faisais 80 kilos à l'époque et puis après je suis OK. monté à Ce qui est déjà, 90. pour le commun des mortels, un physique quand même déjà bien costaud, Ouais, enfin je veux mais dire, tu vois, athlétique. typiquement à l'aviron, on va dire que sur le standard international, tu es sur 1,95 m, 2 mètres, 100 kilos, tu vois? Tu es OK. dans ces eaux-là et donc moi, j'étais pas du tout sur le standard, et en fait, donc Michel, il m'a apporté vachement de structure dans mon entraînement et aussi pas mal de trucs, bah, à me dire: «Bah, Benjamin, là, cette séance-là, il faut que tu te mettes, carbo» et puis moi, j'étais très, si je me mets carbo, je me mets carbo, quoi. Pour moi, Ouais, c'était 100. Je sais ce que ça veut dire. C'est à ouais, 100, je vomis à la fin de la séance, tu vois? Je peux plus marcher après. Pour moi, c'était ça 100, tu vois? Donc on avait vraiment il arrivait bien à me gérer intelligemment, à construire des blocs d'entraînement qui allaient progressifs, tu vois? En fonction de ouais, mon âge, tu vois? Tôt, j'ai commencé à m'entraîner, tu vois, 5 fois,
tu vois, après 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois, 12 fois, 15 fois, tu vois, j'ai commencé vraiment très progressif comme ça. Et Michel, il a été très instrumental dans cette capacité à construire mes blocs d'entraînement et aussi à me permettre d'être très honnête et franc avec là où j'en étais. Ok. Au point que, typiquement, il y a eu un moment assez clé dans ma carrière. C'était un moment où j'ai commencé à toucher le haut niveau. Je suis arrivé en junior, en moins de 18, tu vois, donc je Mm. pouvais faire le championnat du monde moins de junior, moins de 18. Et à ce moment-là, c'était le moment du bac, tu vois, je me disais: «Tiens, j'irai peut-être aux États-Unis pour, tenter, l'aventure des universités américaines qui sont assez fortes dans l'aviron», tu vois, Harvard et tout ça. Et donc je me dis: «Bah, je vais remplir les dossiers». Et les dossiers pour, aller dans ces universités-là, je te passe le détail, mais c'est quand même assez long et tu dois remplir des dossiers qui font des centaines de pages, enfin. Et donc j'ai rempli des dossiers pour, 9 universités, quelque chose comme ça. Et à chacune d'entre elles, ils me demandaient une lettre, de mon coach. Et D'accord. donc, je vais voir Michel, je dis: «Michel, j'ai besoin que tu me fasses une lettre», tu vois? Il me dit: «Une lettre pourquoi?» Je dis: «Bah, pour aller, à Harvard, j'aimerais bien aller là-bas, ce serait cool, quoi». Il me dit: «OK, mais qu'est-ce que tu veux que je dise dedans?» Bah, je dis: «Bah, je sais pas, tu vois, que je suis bon, tu vois, que je vais faire les jeux, que je serai un super athlète, tout ça». Il me dit: «Mais je crois pas ça, moi». Je dis: «Comment ça, tu crois pas ça?» Il me dit: «Bah, moi, je pense pas que tu vas faire les jeux». Tu vois, moi, je venais de faire mon premier championnat du monde junior, ou c'était juste avant, un truc comme ça. Il dit: «Moi, je pense pas que tu vas faire les jeux, tu trop petit, t'es trop léger, t'es pas. Non, je pense pas que tu vas faire les jeux». Mais il m'a pas dit ça dans un côté, tu vois, ah tiens, je te mets la tête sous l'eau. Ou en fait, on avait une relation tellement franche, tellement Oui. transparente, que il était pas en train de me donner un jugement ou d'essayer de me dire: «Arrête», tu vois? Il disait: «Non, moi je pense pas». Après, ça veut pas dire que tu as pas le droit de le penser, tu vois? C'était assez clair. Il dit: Ouais. «Mais moi, je pense pas. Tu es pas assez grand, tu pas assez costaud». Par contre, c'est vrai que tu as une grosse capacité à te mettre bien la misère aux entraînements, tu as une grosse capacité à aller plus loin dans la douleur que beaucoup de gens. Donc peut-être, mais a priori, ça me paraît compliqué. Mais tu avais pas déjà performé, tu l'avais pas déjà montré des résultats? Si, si, mais les résultats jeunes, D'accord. l'aviron, c'est un sport à maturité tardive, si tu veux. Donc, Ouais. quand tu es jeune, tu fais des bons résultats, mais tu peux très vite toucher ton plafond, tu vois, et pas Ouais. traverser un peu ce plafond de verre, tu vois. Et donc, Michel, il avait été très transparent avec moi. Et donc, je me rappelle de me dire: «Ah ouais, OK, OK, bon, bah». Enfin, je me rappelle pas de ça comme un coup de frein, je me rappelle de ça en me disant: «Bah, moi, je pense que je peux. Et je pense que je peux faire les Jeux olympiques. Ça va être dur, la fenêtre est serrée, mais je pense que je peux». Et donc tu vois, c'est juste pour te dire un peu cette relation un peu Ouais. transparente. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même, si tu sors un peu du contexte de l'aviron, aujourd'hui, c'est vachement difficile d'avoir des relations professionnelles, des relations personnelles, où tu as des gens qui vont te dire vraiment, de façon très transparente, mais aussi très bienveillante, tu vois? C'était pas Bien sûr. malveillant du tout. Ouais. Te dire: «Bah ouais, je pense que». Et tu vois, on parle un peu aussi heu, de ton audience, qui est aussi une audience un peu, peut-être, exécutive, tu vois? Où tu as des gens qui sont dans les entreprises. Bah, c'est s'entourer de mentors qui ont cette capacité à te dire, bah, ce genre de choses. C'est pas facile, mais c'est très sain, en fait. Et donc Ouais, moi, ça m'a tout à donné fait. cette clé-là aussi, qui est une clé que j'utilise aussi beaucoup aujourd'hui, tu vois? D'aller m'entourer de gens qui vont aussi être transparents avec moi. Et aujourd'hui, dans ton nouveau rôle, en tant que cadre dirigeant, tu as retrouvé cette personne qui te permet d'être, J'en ai lucide? J'en ai quelques-uns, ouais. J'ai quelques personnes autour de moi, avec qui, tu vois, je vais avoir des relations assez franches, avec lesquelles je vais pouvoir, être très ouvert. Puis après, enfin, tu vois, ma partenaire de vie, ma femme, tu vois, c'est Bien quand même sûr. quelqu'un avec qui aussi on va avoir des relations où on va pouvoir se dire les choses de façon transparente. Et ça, c'est vachement important. Mais savoir l'entendre et Ouais. être en capacité de créer autour de soi une structure qui te permette d'avoir, moi, ce que j'appelle un board de mentors, Ouais. c'est vachement clé dans ta performance. Enfin, en tout cas, moi, ça Ouais. l'a été dans mon sport de niveau et ça l'est aujourd'hui toujours, tu vois? Donc, finalement, OK. cette structure-là, je l'applique aussi aujourd'hui. OK, super. J'aimerais qu'on reparle, encore sur cette partie de carrière sportive, Ouais, des grands moments de ta carrière. ouais. Donc là, ça y est, tu es parti pour une carrière dans l'aviron à haut niveau. Mmh. Heu, à quel, moment ça a été pour toi vraiment le pic de ta carrière? Bah, je pense que tu as eu un moment, enfin, il y a eu plusieurs moments clés dans ma vie, en fait. Le 1er, c'est quand j'étais en prépa, que mon année de prépa, elle correspondait à mon année où je suis sorti de junior et je suis rentré en senior. Et en OK. fait, comme l'aviron est un sport à maturité tardive, la marche entre junior et senior, elle est assez énorme, en fait. Ouais.
tu te retrouves mis dans le grand bain avec des gens qui s'entraînent depuis 10 ans, tu vois, à faire Qui du ont haut des niveau, quoi. physiques, déjà, Voilà, et moi très développés. moi j'étais en prépa, tu vois? En prépa, tu pas le temps, quoi, donc d'où la fameuse, les 24 heures qui est une clé que j'utilise beaucoup, en fait. Pour moi, c'est la loi de Murphy d'ailleurs, c'est, time boxer ta journée, Ouais, tu vois? Donc mettre des blocs dans ta journée de temps, ça te permet d'être beaucoup plus efficace que si tu as le temps de faire les choses, en fait. ouais, Plus tu d'accord, contrains une activité, plus tu contrains un temps, pour une activité, plus tu es performant sur cette activité-là. Et moi, je l'ai poussé à l'extrême, en fait, ça. d'accord. Et donc, la prépa m'a appris ça. Donc ça a été une clé assez importante, une clé pour moi personnelle. Et en fait, à la fin de cette année de prépa, j'étais dans les meilleurs moins de 23. Donc on a fait, je sais pas, moins de 23 ans. Et l'année d'après, je rentre en équipe élite, tu vois. Ouais, Donc il y a eu ce moment de transition qui était un moment assez clé, qui était un moment important. Après cette première année d'élite, je fais les Jeux Olympiques, je suis remplaçant aux Jeux Olympiques, je fais vice-champion du monde cette année-là. Donc là, très vite, je commence à avoir du succès aussi à l'international. ouais, Donc ça a été un moment assez important. Euh, Après, il y a eu dans les moments clés de ma carrière, il y a aussi eu l'échec des Jeux Olympiques de Londres, où je mmh, pense que j'avais vraiment le niveau d'être à ces Jeux-là, mais la fédération a encore fait bon, du grand n'importe quoi, comme ils sont parfois capables de le faire, et donc changer les règles de sélection à la dernière minute. Donc je me suis retrouvé dans un bateau dans lequel je ne me suis pas du tout entraîné l'hiver. Enfin, peu importe, et donc je me sélectionne pas pour les Jeux de Londres, donc ça a été un gros, c'était le moment le plus bas de ma carrière, mais qui a été d'accord. aussi dans lequel j'ai tiré un peu le terreau qui m'a permis de reconstruire une Olympiade derrière, qui était une Olympiade où il y a eu pas mal de belles choses. Il y a eu pas mal de merde aussi, mais il y a eu pas mal de belles choses avec des médailles en Coupe du Monde, avec Ouais, la qualification pour les Jeux et tout ça. Donc ouais, et c'est un peu ces moments-là. Et puis après, il y a eu aussi juste un truc qui a été assez clé, c'est que au moment où je me qualifie pas pour les Jeux de Londres, je fais la régate Royal Denley, qui est une course d'aviron certainement une des plus mythiques, ouais, qui a une course d'aviron qui a lieu depuis 1834, je crois. Et on gagne cette course avec mon coéquipier. Et en fait, quand tu gagnes la course, ils inscrivent ton nom sur une coupe. Et cette coupe-là, ils inscrivent le nom des vainqueurs depuis 1834, tu vois. Donc c'est une coupe qui est immense, tu vois, tu as plein de sections. Et en ouais, fait, quand tu as ton nom qui est inscrit là, tu te rends compte que tu fais partie de l'histoire de ton de sport. Et l'élite. Ouais, il y a un truc vachement, pas vraiment de l'élite, mais vraiment de l'histoire de ton sport, que tu rentres dans un truc qui d'accord. est. Et pour moi, ça a été aussi un moment assez clé de ma carrière qui m'a dit, tu vois, et ça a été aussi, ça fait partie de ce terreau-là qui m'a permis d'aller jusqu'au Jeu de Rio. Et ouais, donc ça fait partie des quelques moments qui ont été importants, ouais. Moi, je me souviens, justement, il me semble que c'était en 2016, non, pardon, plus tard, parce que toi, tu avais déjà arrêté après 2016 et moi, du coup, j'ai arrêté après, Tokyo. Ouais. Je me souviens d'une conversation, où, bah, moi, j'ai la désillusion de ne pas participer au jeu une seule fois dans ma carrière et Ouais, donc il y a eu, 2016 à Rio aussi où j'échoue de 2 places et ensuite Tokyo, où là, c'est plus suite à la blessure de mon partenaire, donc Youssef Krou, ouais, qui aura participé aux Jeux de Paris, 2024 et qui d'ailleurs est aujourd'hui, coach des équipes de France. cool. Hem, Moi, justement, donc je décide d'arrêter ma carrière, pour des raisons économiques et à ce moment-là, c'était hyper dur à accepter. Je Donc comprends. il fallait que je retrouve un travail, il fallait que je me relance dans un nouveau projet, mais j'avais, voilà, tellement de frustration, de cet arrêt sportif et je me Ouais. souviens de t'appeler à ce moment-là pour te poser, la question, «Benjamin, mais comment tu as vécu ton arrêt de ta carrière?» Parce que moi, j'ai pas fait les Jeux, c'était mon rêve. Et la réponse que tu m'as, donnée, je l'ai gardée, en tête, c'est, tu sais, moi j'ai participé 2 fois aux Jeux olympiques et mon rêve c'était de faire une médaille. J'ai pas fait de médaille. J'ai un collègue, il a fait médaille, d'argent ou de bronze. Son rêve c'était de faire une médaille d'or. Ouais, Un autre pote qui est champion olympique, 1 fois, bah, lui sa frustration c'est de pas de le faire 2 fois ouais, et quand tu m'as dit ça, j'ai fait: «Ouais, mais en fait tu finis toujours sur un goût inachevé». c'est ça. Et en fait, tu as une espèce de course à l'échalote constante, et en fait, tu te rends compte que le résultat est moins l'indicateur de ton bonheur que ta capacité à l'accepter, en fait. Et alors c'est un peu philosophique, tu vois? Mais en effet, moi quand j'arrête ma carrière, je me dis: «Putain, je pense que j'avais un petit peu plus». Tu vois? J'avais plus de potentiel que ça, tu vois? Je Ouais, pense que j'aurais pu faire mieux que ça, tu vois? J'aurais pu certainement aller chercher plus de médailles, peut-être une médaille au jeu, peut-être, en alignant toutes les planètes. Mais après tu te dis: «J'aurais aligné toutes mes planètes, heu,
tu vois, à ce moment-là, il faut que tout le monde puisse aligner toutes ses planètes, tu vois? Et la vie, c'est pas ça. La vie, c'est que tu as des opportunités, tu les saisis pas, tu as de la chance, tu pas de chance. Enfin, tu as tout un concours de circonstances qui sont comme ça, quoi. Et et moi, je me rappelle en effet de ce sujet-là, d'arrêter le sport et de me dire: «Ah, j'aurais dû continuer un petit peu, j'aurais pu», tu vois? Et avoir la Ouais. conversation avec un copain, en effet, médaillé olympique, qui me dit: «Ah putain, mais j'aurais dû être champion olympique», et avoir cette conversation avec un double champion olympique qui me dit: «Ah, j'aurais dû être triple champion olympique», et je me dis: «En fait, il faut juste accepter, quoi. Il faut juste accepter, la beauté de ce qu'on a pu vivre, quoi. C'est quand même formidable d'aller faire les Jeux olympiques, c'est formidable de faire Ouais. je sais pas du monde. Évidemment, si tu fais pas les Jeux, je comprends que tu puisses avoir la frustration de se dire: «J'y ai pas participé», mais attends, tu as fait du haut niveau en volley, tu fait enfin, en volley et en beach volley, tu as fait les 2. C'est quand même, enfin, tu vois, c'est des trucs uniques, quoi. Et en fait, ça fait que tu fais partie de 0,05 de la population, je sais pas, Ouais. et alors ça veut pas dire que tu es meilleur que le reste du monde, mais ça veut dire que tu as fait ton propre sillage, et pour moi, ça, c'est une valeur cardinale dans ma vie. C'était de me dire: «J'ai fait ma propre voie, j'ai tracé mon propre chemin», et évidemment, tu vois, souvent la métaphore que je prends, c'est de me dire, j'ai gravi l'Himalaya, et et je suis arrivé, je me suis arrêté à 5 mètres du sommet de l'Himalaya, tu vois? Et donc évidemment, j'ai vu des copains planter le drapeau en haut du Ouais. sommet, tu vois? Être champion olympique. Moi, j'étais à 5 mètres de là. Je les ai vus faire, tu vois? Mais ça veut pas dire que j'ai pas fait le même chemin qu'eux. Ça veut C'est pas dire clair. que j'ai pas traversé les mêmes crevasses, que j'ai pas eu le manque d'oxygène comme eux, que j'ai pas galéré, que j'ai pas eu des vues magnifiques sur le chemin, que j'ai pas vu des couchers de soleil merveilleux, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, le chemin que j'ai arpenté a été similaire à ces gens-là pour 99,8 du truc. Évidemment, j'ai pas planté le drapeau, je pourrais garder une frustration là-dessus, mais la vue était quand même super belle, tu vois? Et donc je pense que ce truc-là, de l'accepter, de se dire: «Tain, franchement, j'ai eu la chance d'aller quasiment tout en haut de l'Himalaya», ah, c'est formidable, quoi, c'est formidable. Merci pour, cette métaphore. Franchement, ça me parle tellement. Ouais. Top. En parallèle de cette carrière sportive, Ouais, avant qu'on passe à ta deuxième vie, ta deuxième carrière, tu as su mener, de front donc ce fameux double projet entre, bah, le sport de haut niveau et les études. ouais, Ça, c'est un grand sujet dans le monde du sport, en fonction des différents sports qu'on fait, on n'a pas les mêmes modèles économiques, on gagne pas les mêmes, revenus, durant sa carrière, donc il y a une manière de gérer, aussi et différemment. ouais. Toi, comment est-ce que tu as su, te préparer pour l'après? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait? Alors évidemment, on a fait ensemble des études. Voilà, quel était le mindset, même aussi, de ta famille par rapport à Ouais. tout ça? Alors, c'est sûr que, en effet, ça vient pas mal de la famille au début, comme le sport est pas quelque chose que, enfin, que qui que ce soit d'autre dans ma famille avait fait, il y a toujours eu cette notion de dire, c'est un nice to have, tu vois? C'est quelque chose en plus, la priorité, c'est que tu fasses bien tes études, et puis après, on verra le sport. C'était un peu de cet ordre de priorité-là. Après, la réalité, c'est que doucement, les choses se sont équilibrées. C'était de se dire: «Bah, j'ai 2 piliers dans ma vie. J'ai un pilier, d'études, et j'ai un pilier sportif», tu vois? Mais comme je ne gagnais pas d'argent, c'était un pilier de passion, c'était pas un pilier économique. Ouais, La notion de pilier économique, elle devait se porter sur, ma capacité à faire des études qui allaient me permettre de vivre de ma pratique. Et en fait, mon père, enfin mes parents de façon générale, même s'ils étaient très soutenants, ils voyaient aussi toutes les galères que c'était le sport de haut niveau, parce que c'est un monde très dur, tu vois? C'est un monde qui, c'est pas un monde qui te fait de cadeaux, et donc ça a toujours été un peu une douleur pour eux de voir que je rentrais dans cette passion, que je m'y épanouissais, mais qu'aussi je prenais des claques, que je prenais des portes dans la gueule et tout ça. Et donc, donc en fait, l'objectif, c'est toujours de stabiliser bien ma vie professionnelle. Mon frère a fait une école d'ingénieur, moi j'étais plutôt commercial, donc j'ai fait une école de commerce. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui comptait beaucoup, c'était pas tant l'apprentissage académique que ta capacité à connecter et à, aller chercher les réponses intelligemment. En gros, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce que m'a appris l'école, c'est que, ça va bien me servir de Google, tu vois? À être un bon détective, à aller chercher des infos, tu vois? Hem Et en fait, ça a été assez clé pour moi, et c'était aussi d'aller, rencontrer des gens qui peuvent, c'est s'entourer des bonnes personnes au bon moment aussi, tu vois? ouais, Typiquement, en école, j'ai fait un stage pro
donc toujours en menant tout de front, tu vois. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que stage pro, j'ai rencontré des gens passionnants. Ces gens-là, je suis resté en contact avec eux. J'ai cultivé mon réseau intelligemment parce qu'en fait, au-delà de ton apprentissage académique, ce qui compte, c'est les gens que tu connais et l'impact que tu Bien peux sûr. avoir avec eux. Et ces gens-là t'apprennent beaucoup. Et pour moi, ça a été assez clé. Donc j'ai constitué mon réseau comme ça. Après, au sortir de l'école, bah, en fait, le paradoxe, c'est que sur ma dernière année d'études, j'ai fait un stage de césure plus, tu sais, d'un an, là, et Ouais, après, tu avais quelques mois de spécialisation, pardon. Et en fait, sur mon année de césure, j'ai décidé de ne pas faire le Championnat du monde cette année-là. Et en gros, quand tu es en équipe de France, tu touches une aide fédérale, et cette aide fédérale, elle oscillait entre 250 et 500 euros par mois. OK. Et en fait, j'avais aussi, une fois par an, une aide de la région qui me permettait de payer mes études, parce qu'une école de commerce, ça coûte quand même, ça coûte un peu cher, tu vois? Et donc Mmh. j'avais une aide de la région, j'avais une aide supplémentaire parfois de la fédé qui me permettait de payer les quelques milliers d'euros de mes études, et mon père, et ça c'est une chance formidable, me payait le reste, tu vois? Mais OK. donc comme j'avais toutes ces aides, mon père ne payait que le supplément, si tu veux. Il me payait mon loyer, en gros, à Montpellier, c'était à peu près tout. Mais comme j'ai pas fait les championnats du monde en 2000, c'était quoi, 2010, Oui. bah, je me suis retrouvé en 2011 sans aide. Et là, je finis mes études, et je finis mes études en grattant toutes mes économies. Et là, impossible pour moi d'aller demander de l'argent à mon père. Impossible. OK. Dire non, je peux pas demander plus d'argent à mon père, il a déjà contribué suffisamment. Et donc là, je me retrouve dans une situation un peu merdique avec, hem pas d enfin, tu vois, je finis mes études, donc je cherche un boulot, mais j'ai pas de boulot tout de suite. Et en fait, j'ai, mon stage, les gens de mon stage qui me proposent de m'embaucher, mais en allant soit à New York, soit à Pékin. Moi, je voulais revenir à Bordeaux, je voulais faire de la perf, je voulais retourner dans mon Et cœur toi, de tu as perf. ta carrière sportive, Voilà, donc je voulais faire ma carrière sportive, donc je voulais pas aller à l'étranger, je voulais revenir en France, parce que j'ai fait mon stage d'études à New York. Et donc je reviens là, et pas de boulot, pas de stage, pas d'argent. Et donc là, tu vois, une lente descente, tu vois, financière. Et donc je me retrouve pendant quelques mois avec pas suffisamment d'argent, juste de quoi payer mon loyer, mais pas de quoi me nourrir, en fait. Et donc là, je fais, je pense 3 4 mois où je mange des pâtes une fois par jour. Je perds 8 kilos entre chaque stage fédéraux. On fait des stages tous les 3 semaines à peu près. Donc pendant 3 semaines, je perds 8 kilos. Je reviens en équipe de France, je les reprends. Pendant 2 semaines, on fait des stages. Après, je redescends à 8 kilos, et je faisais le yo-yo comme ça jusqu'au moment où je me dis: «C'est pas possible, il faut vraiment que je trouve un taf, tu vois? Il faut que je me nourrisse, quoi.» Et là, à ce moment-là, j'ai aussi la fédération qui a, j'ai une responsable de la fédé qui se rend compte. Elle me dit: «Mais c'est Benjamin, c'est bizarre, tu arrives vachement maigre en stage, quoi.» Je dis: «J'ai pas un rond, quoi, j'ai plus d'aide perso.» Elle me dit: «Bah, ce qu'on peut faire, c'est que je te fais une avance sur tes aides perso de l'année prochaine. Donc tu me signes une reconnaissance de dette, Mmh. et je te vire 3000 balles, tu vois. On sait que tu seras en équipe de France l'année prochaine. Enfin, tu vois, donc on sait que tu toucheras des aides perso l'année prochaine parce que tu vas faire le championnat du monde cette année-là.» Donc là, ça a été une bouée de sauvetage, tu vois, ce qui m'a permis d'acheter autre chose que des pâtes. et, donc ça a été un moment assez dur. Et à ce moment-là, j'étais en mode, je cherchais du boulot comme un fou, quoi. Mais je voulais pas faire n'importe quoi parce que je voulais faire un boulot qui me permette de bosser. Et donc là, j'ai trouvé chez Bouygues Télécom à ce moment-là un boulot où il me permettait de signer une CIP, une convention d'insertion Ah! professionnelle. Voilà, je voulais te poser la question. C'est ça. Et donc j'ai mis quelques mois avant de la trouver. Et en fait, cette CIP, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme dirait l'autre. Tu vois, c'est vachement dur de trouver ce genre de contrat. Et en gros, on arrive à négocier avec Bouygues qui me prennent comme en employé, donc pas en stage de fin d'études, qui me prennent directement en employé, en tant que manager, et qui me payent et qui me permettent de m'entraîner sur un mi-temps annualisé. Alors attends, j'ai 2 questions qui me sont Vas-y. venues. Moi, la première question que j'avais, c'était, dans ta situation de galère, Ouais. financière, c'est qu'est-ce qui, t'a permis de continuer à performer? Parce que moi, je me souviens qu'il y avait rien de pire que d'aller sur un terrain de beach volley, et d'être sous pression financière constamment, et ça a été le Ouais. cas pendant très longtemps à chaque fois, et en fait, tu te retrouves sur le terrain et en fait, ce que tu joues, chaque point, c'est juste, le repas que tu vas te payer, Ouais, c'est ça. à la fin du mois. Et donc déjà cet état de stress que
plein d'autres athlètes n'ont pas, parce qu'ils sont bien entourés, ils sont bien encadrés financièrement et je pense que la plupart des athlètes en France vivent cette Ouais. précarité financière. Comment tu l'as géré? Bah, pour moi, ça a été, en fait, je l'ai pris comme un énorme levier de motivation, en fait. Parce que je me disais: «C'est dur, OK, mais encore une fois, il y a personne qui s'entraîne aussi dur que moi. Il y a personne qui fait aussi dur que moi». Tu vois, j'avais vraiment cette espèce de truc à me dire, à être extrême, tu vois? Quand on était à Montpellier ensemble, tu te souviens, tu étais venu voir une fois le hangar dans lequel j'avais mon bateau à Carnon, qui était à Palavas-les-Flots, là, sur enfin, c'était vraiment, il y avait pas d'eau, je me douchais à l'eau froide, il y avait pas d'électricité, enfin, c'était vraiment la galère, quoi. J'avais fabriqué une salle de muscu tout seul, tu vois? J'étais allé chercher dans une décharge des poids, parce que je trouvais pas de poids, j'avais pas les ronds d'en acheter, donc c'était et en fait, ce côté-là, je me disais: «Mais» quand je voyais Rocky qui s'entraînait dur dans les films, là, je me disais: «Mais en fait, il s'entraîne comme c'est un rigolo, quoi». Moi, Mmh. j'avais ce sentiment de m'entraîner dur, c'était un truc qui me motivait. J'avais OK. l'impression d'être, je me disais: «Personne s'entraîne aussi dur» et ça me motivait et en fait, quand j'étais dans cette galère financière, j'avais aussi un peu cette espèce de côté un peu maso de me dire: «Ouais, moi ça, c'est dur, ouais, ouais, j'aime bien quand Ouais. c'est» tu vois? C'était un peu Quelque bizarre, je chose. sais, mais c'était un énorme levier de motivation quand même qui me dans lequel je m'enfermais pas parce que je savais bien qu'il fallait que j'aille, je trouve un boulot et qui me donnait une alerte à aller une urgence, pardon, à aller chercher de un boulot stable, mais Ouais, qui allait être sur le long terme. Parce que j'avais des opportunités pro, mais j'en avais pas qui me permettent de m'entraîner. Et donc j'étais prêt à endurer, ouais, heu, tu vois, la galère jusqu'au moment où j'allais toucher le fond et il aurait certainement fallu que je prenne un boulot et que, tu vois, et que j'arrête peut-être le sport de haut niveau, tu vois? Mais, ouais. je me suis dit que j'avais encore quand j'ai trouvé ce boulot-là, je me disais que j'avais encore un mois ou 2 de galère et surtout que j'arrivais bientôt au Championnat du monde et que le Championnat du monde, tu as 1 mois et demi de préparation quasiment avant, un mois de préparation avant. Donc pendant un mois, j'allais manger. Tu vois? Ouais. Donc je me disais: «Ça me rajoute un mois sur ma capacité», tu vois? Donc ouais, c'était un peu ça, ouais. Et ensuite, l'autre question que j'avais, c'était, concernant, du coup, l'arrivée dans ce nouveau job dans le télécom, Ouais. en tant que manager, l'entreprise qui te recrute directement et t'alloue leur confiance, Ouais, d'entrée. ouais. Tu pas eu de barrière justement, dans les recrutements? En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à trouver les adresses email de tous les DRH de Gironde. OK. J'ai réussi à trouver ce fichier-là, ils me l'ont envoyé par erreur et je me suis dit: «Waouh, super, quoi». Donc c'était pas à l'époque de la GDPR et tous les trucs de Oui. data privacy, tu vois? Bon, et donc là, j'ai envoyé des mails à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai envoyé des mails en disant: «Voilà, je suis sportif de niveau, je sors d'école de commerce, j'ai la tête bien faite, je suis motivé, j'ai envie de tout défoncer, quoi». Ouais. Et donc j'ai envoyé des mails à, je sais pas, 400 personnes, un truc comme ça, et puis j'ai attendu d'avoir des réponses, et j'ai commencé à avoir des réponses. Et j'ai eu quelques opportunités à gauche à droite, et dont celle de Bouygues, où le DRH, Arnaud Mouchet, que je remercie encore, est venu vers moi en me disant, bah nous, ça nous intéresse, tu vois, parce qu'on est un gros groupe. Dans le groupe Bouygues, il y a déjà d'autres sportifs de niveau, on n'en a pas chez Bouygues Télécom, mais on serait ravis d'essayer le truc, quoi. Et on pense que tu peux apporter peut-être quelque chose d'un peu différent. Et donc, ils m'ont alloué leur confiance, mais moi, je suis arrivé dans un terrain super hostile, parce que je suis arrivé en tant que manager d'une équipe. Ils m'ont filé l'équipe la plus senior de tout le service client, avec des gens qui ne rêvaient que d'une chose, c'était d'avoir mon taf. Et moi, je n'étais même pas diplômé. Donc, Incroyable. et en plus, j'étais là à mi-temps. Le reste du temps, je m'entraînais pour faire de l'aviron, tu vois. Donc les mecs, ils m'ont regardé comme un extraterrestre. Donc les premiers mois n'ont pas été faciles, tu vois, pour Bien essayer sûr. de prouver un peu ma légitimité, tu vois, de créer du lien avec ces gens-là. Donc il a fallu construire tout ça, et j'ai passé 5 ans chez Bouygues jusqu'au jeu de Rio, où là, j'avais besoin de changer de chapitre aussi, professionnel, parce que le sport de haut niveau a été, enfin, tu vois, quand tu on en reparlera peut-être de la transition après le sport, mais ça a été dur, quoi. Donc j'avais besoin de changer d'air, et donc ça a aussi signifié à changer de boulot. Mais je suis vachement, vachement reconnaissant de ce que Bouygues a fait pour moi, parce qu'ils m'ont tendu la main à un moment où il n'y a pas beaucoup de gens qui le faisaient, et notamment pour prendre un sportif de haut niveau, ce qui est quand même pas facile dans les structures d'entreprise aujourd'hui. Bien sûr, et tu parlais de légitimité, de crédibilité Ouais, à un poste important, dès les débuts en fait, donc ça montre la confiance qu'ils ont pu avoir envers toi. Juste pour terminer sur, cette partie-là de ta vie, parce que j'imagine qu'en restant 5 ans, tu l'as eu, cette légitimité à un moment donné, en tout ouais. cas, ton équipe, te l'a donnée.
Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Qu'est-ce que tu as mis en place justement, pour, tous les cadres dirigeants qui se retrouvent à un poste important du jour au lendemain, pour justement pas être dans ce syndrome de l'imposteur, qu'on peut tous ressentir quand on arrive sur un poste, un peu Pour, plus important? pour moi, il y a un élément assez clé, c'est que ta propre confiance, elle tient aussi dans la confiance que les gens t'octroient. La confiance que les gens t'octroient, il y a une recette assez simple pour créer de la confiance. Le premier élément de la confiance, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire que si j'arrive demain, qu'on ne se connaît pas, et que je débarque en te donnant des leçons, et que je t'écoute pas, et que je suis le mec parfait, parfait sur tout, c'est impossible pour la personne de s'identifier à toi. Par contre, si tu arrives avec tes doutes, avec, avec ton humanité, tu crées de la... Donc avec une sorte de vulnérabilité de l'humain, tu Oui, vois, en disant, bah ouais, mais enfin, ça, je sais pas le faire, quoi. ouais. Ça, je sais pas faire, tu vois? Ce côté très transparent de enfin, transparent, c'est contrôlé, c'est une transparence contrôlée, mais ce côté de pas avoir peur de s'ouvrir, à dire: «Bah, ouais, là, franchement, je suis pas sûr, quoi, hein, Mmh. je vais tout faire pour y arriver. Je vais tout faire pour y arriver». La motivation, c'est pas un sujet, mais je suis pas sûr de comment le faire. Quand tu arrives avec cette vulnérabilité, c'est le premier bloc de la création de la confiance. OK. Et quand tu crées de la confiance, elle s'amplifie. Donc tu crées de la confiance avec les gens avec lesquels tu bosses, ils vont t'en donner. Ils vont t'en donner, ils vont vouloir t'aider. Et Mmh. quand les gens t'aident, tu grandis. Quand tu grandis, tu deviens de plus en plus performant et tu enlèves ce syndrome de l'imposteur. Donc pour moi, la première étape clé de, de ma confiance, d'aller gagner de la crédibilité, ça a été d'être vulnérable. De dire, bah ouais, je suis désolé, mais ça, je sais pas le faire, quoi. Je sais pas encore le faire. Mais par contre, je vais essayer d'apprendre, tu vois. Et donc évidemment, tu as des gens qui s'en servent, tu as des gens qui sont mal intentionnés, qu'il faut savoir naviguer, mais je pense que tu perds jamais à être toi-même. Ouais, ça me rappelle plein de moments aussi, dans ma carrière sportive, dans le beach volley en particulier, dans ma relation avec le partenaire, Ouais, avec Youssef, Krou en particulier, où il fallait pas avoir peur de se dire quand c'était difficile ou ouais, qu'on était dans le doute, dans le stress. Cette vulnérabilité dont tu parles, je sens à quel point ça crée un lien avec la personne en face de toi parce que tu as envie d'aider. Quand tu exactement. entends la personne qui n'hésite pas à être transparent sur son moment difficile, bah, ça crée un vrai lien et du coup, ça, je pense que dans un monde où on est, souvent sous testostérone, ou bah, Ouais, non, le stress ça existe pas, moi je sais tout faire et cetera. Je pense que clairement c'est, en tout cas c'est clé, venant du sport, et c'est un super apprentissage. J'aimerais qu'on avance maintenant vers cette, phase de reconversion donc, ouais. dont tu parlais donc après Rio 2016. Mmh. Comment est-ce que tu as vécu cette, page de vie? Ça a été dur, hein. Franchement, il y a pas de j'ai, certainement moins galéré que beaucoup de mes potes qui ont arrêté à ce moment-là, mais ça a pas été facile parce qu'en fait, en gros, le sport devient tellement structurant dans ta vie qu'en fait, il consolide plusieurs de tes piliers. En gros, quand tu arrêtes le sport, pour moi, il y avait 4 impacts majeurs qui ont eu lieu. Le premier, ça a été, l'impact physique. Bon, tu vois, je faisais 90 kilos à peu près aux Jeux de Rio, 7-8 mois après, 6, ouais, peut-être 6-7 mois après, je faisais, moins de 80 kilos, tu vois? J'ai perdu vachement de poids. Donc, déjà, tu te regardes dans la glace, tu es en train de te brosser les dents, tu regardes le bras qui secoue la brosse à dents, tu as l'impression que c'est un bras d'enfant, quoi. Tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» tu vois? Donc tu as l'impact physique. Après, tu as un deuxième impact qui est l'impact social. C'est que tu as tous tes potes qui sont dans le milieu de l'aviron et la plupart d'entre eux ont continué. Donc, donc tous ces gens-là, ils continuent dans leur vie de sportif de haut niveau et toi, tu sors. Toi, tu as mis le Clio, tu es sur le bas-côté et donc tu les vois continuer et en même temps, tu les vois plus sur les week-ends parce que tu fais plus les week-ends d'entraînement, tu les vois plus sur les stages, tu les vois plus. Donc en fait, tu te retrouves socialement avec des gens, enfin, tu te retrouves un peu seul, tu vois. Tu as l'impact professionnel, tu passes de je suis le meilleur de ma discipline à bah, il va certainement falloir que j'amène le café à mon patron. Donc là, tu te prends un petit coup, tu vois, moralement, tu te dis: «Putain, j'étais tout en haut là, je déjeunais avec des ministres». Enfin, tu vois, tu avais un peu cette impression-là, tu vois? Je caricature, tu vois? Mais tu as un peu cette impression de je suis en haut du monde et puis Ouais. après il faut que tu reprouves tout, quoi. Parce que même si j'avais beaucoup, fait professionnellement, j'ai eu l'impression de recommencer à zéro professionnellement au 1er jour de mon après-carrière parce que j'ai changé d'industrie, j'ai changé de pays en plus. Donc, tu vois,
je recommençais vraiment j'ai commencé un poste de sales, tu vois? Mmh. 1er niveau, je suis vraiment entrée de niveau. Donc il y avait cet impact professionnel et puis il y a un 4e impact qu'on suppose pas trop, c'est l'impact, physiologique qui est connecté à ton impact comportemental. En gros, quand tu fais du sport de niveau, que tu transpires, que tu fais tout ce que tu fais, ton équilibre hormonal, il est différent de quand tu n'en fais pas. Donc ton taux de testostérone est plus élevé, donc tu es plus agressif. Mmh. Donc ce qui fait que non seulement tu te brosses les dents, tu vois ce bras d'enfant, mais tu reconnais pas la personne en face de toi. Tu réagis plus de la même façon aux mêmes stimuli. Tu vois, quand quelqu'un vient dans la rue te pousser un petit peu, tu réagis pas de la même façon. Donc quand quelqu'un vient t'agresser un petit peu au boulot, tu réagis pas de la même façon. Tu as l'impression de te dire, mais je suis devenu un lâche ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu te reconnais plus comportementalement, tu te reconnais plus physiquement, tu te reconnais plus socialement et professionnellement, tu y es plus, quoi. C'est quand même, tu vois, dur, quoi. Et en fait, comme tu ne sais pas que c'est lié au sport, à l'arrêt du sport de haut niveau, tu supposes que c'est d'autres éléments de ton environnement qui foirent. Oui. Et donc, on voit souvent à l'arrêt du sport de haut niveau des gens qui vont tout péter dans leur relation de couple, qui vont tout péter dans leur relation professionnelle, qui vont parce qu'en fait, ils comprennent pas d'où vient quoi, en fait. Et moi, j'ai eu de la chance, je pense, dans cette transition douloureuse, d'arriver à identifier que ça venait du sport de haut niveau, que c'était pas lié, par exemple, à mon épouse, que c'était pas lié, tu vois, à d'autres choses, qui a permis de stabiliser les choses. Mais j'ai eu 2 ans durs parce que, bah, je te parlais de l'impact physiologique, par exemple, je me rendais compte que je buvais plus assez, donc j'ai fait des séjours à l'hôpital parce que j'avais des calculs rénaux, parce que je buvais plus assez. C'est con, mais en fait, quand tu bois, je sais pas, 6-8 litres d'eau par jour et que tu arrêtes le sport, d'un coup, tu plus soif, tu bois plus. Enfin, tu vois, c'est Oui, bête, mais ouais. et j'ai fait énormément de migraines, parce que le stress s'évacuait plus par l'activité physique, et donc je venais et je faisais des migraines. J'ai fait des migraines, j'ai fini à l'hôpital, je sais pas, 3-4 fois à l'hôpital, dans des situations vraiment pas rigolotes, sous morphine, tu vois. Donc j'ai eu 2 ans vraiment, vraiment durs de transition. Et professionnellement, bah, j'ai recommencé un peu du début, du bas de l'échelle, mais avec des clés du sport de haut niveau qui m'ont permis d'aller assez vite. Tu vois, donc c'était un peu ça la transition. Super. Et justement, bah, parfaite transition aussi par rapport aux clés issues du sport de haut niveau que tu mets en place aujourd'hui dans ton quotidien depuis maintenant 9 ans, j'ai envie de dire, depuis que tu as arrêté ta carrière. Ouais. Quelles sont justement ces clés-là? Bah, pour moi, enfin, je pense que tu as un gros élément dans le sport de haut niveau, c'est que si tu te concentres sur la ligne d'arrivée, tu donnes pas ton coup d'avion de la bonne façon, en fait. Et donc, arriver à se concentrer sur le processus, sur le moyen plutôt que la fin, c'est quand même une clé de succès assez énorme dans le sport de haut niveau, tu vois. Ouais. Si tu es au départ de ta course et que tu penses: «Ah, je vais être champion olympique en passant la ligne», bah, tu donnes pas ton premier coup d'aviron bien, tu es pas concentré sur ton premier coup d'aviron bien, tu vois? Et en fait, ce qui compte, c'est d'enchaîner 220-230 coups d'aviron parfaitement pour être champion olympique. Et donc, pour moi, cette clé-là, d'aller se concentrer sur le process, d'aller se concentrer sur l'activité au jour le jour, pour faire le meilleur que tu peux sur chacune des tâches que tu fais, ça, c'était une première clé. La deuxième clé, c'était le time boxing. Pardon, j'utilise pas mal l'expression en anglais, je parle que anglais aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué, mais donc Shopify, on est à l'international, ouais, donc ouais, ouais, donc en on t'en gros, voudra pas. merci, ouais, désolé, hein. C'est l'idée d'aller avoir des temps bloqués où, tu vas vraiment, calibrer ton agenda pour que tout soit millimétré. Typiquement, moi, quand je m'entraînais et que j'étais chez Bouygues, 5h30, je me levais, 6h, j'étais à l'entraînement, mais si j'arrivais à 6h05 à l'entraînement, je me couchais 5 minutes plus tard le soir parce que tout était, tellement time boxé que si je bougeais 5 minutes d'un truc, ça bougeait tout de 5 minutes. Et en fait, ça m'a permis d'être vachement efficace sur chacune des activités que j'avais. Donc le processus, la capacité à gérer ton agenda et à le faire avec des bons blocs, ça, c'était une deuxième clé. Cette gestion d'agenda, excuse-moi, je Ouais, t'arrête sur ça, c'est je pense un sujet, qui touche tous les cadres dirigeants, même tous les sales, qui nous écoutent. Moi, je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur. Je trouve que c'est quelque chose de très puissant, mais aussi très dur à mettre en place, ouais. surtout quand on est aussi parent, Mmh. avec, tout un tas d'imprévus, qui peut arriver. Toi, quelle est justement cette part d'imprévu que tu laisses, pour pas tomber dans le truc, bah, trop extrême ou rigide en tout cas? C'est toujours je trouve super difficile d'avoir un juste milieu. Ouais, c'est difficile. Après, on a tous nos forces et nos faiblesses, tu vois? Moi, je pense qu'une de mes forces, c'est d'arriver à faire, je fais du multitâche, je l'arrive assez bien à faire du multitâche. Donc j'arrive bien à gérer plusieurs activités en même temps de front, et j'aime bien ça, D'accord. en fait. Et donc, Et je me laisse des temps de multitask. Typiquement, dans mon agenda, j'ai des blocs.
tu peux pas le bloquer avec moi, où c'est juste des temps pour moi, où je sais que je vais faire à la fois des mails, à la fois des Slack, à la fois du LinkedIn, à la fois, tu vois, j'ai plein d'activités que je vais faire dans ce moment-là, et je vais jongler entre ces trucs-là, et ça me permet d'arriver à faire énormément de petites choses dans des temps, donc je le bloque aussi ce moment-là. Et c'est un temps de quoi ça? C'est un temps d'interaction? Parce que c'est intéressant ce que tu dis, le multitâche. Moi, tu vois, je suis plus à l'opposé de ça. J'ai besoin de ne faire qu'une tâche à Ouais, la fois. Et ça fait référence au bouquin de Gary Keller, donc The One Thing, the one thing. Yeah. que j'ai réussi à bien mettre en place, tu vois, dans mon quotidien. Toi, tu fais concrètement un peu l'opposé. Ouais. C'est qu'est-ce Alors, il y a qui... certains blocs de moments où je vais faire qu'une chose, et il y a Ouais, certains blocs de moments où je vais aller à fond sur le multitâche. En gros, pourquoi? Parce que dans l'industrie dans laquelle je bosse aujourd'hui, c'est une industrie qui bouge très, 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 très vite, tu vois? Et donc ouais, qui nécessite que, en gros, mon jour d'hier sera très différent de mon jour de demain. Ça bouge trop vite pour qu'on reste sur des structures trop rigides, en fait. Donc d'accord. on a besoin d'avoir des structures qui soient, très adaptables, que tu puisses changer. Par contre, il y a toujours des vérités absolues, c'est que tu as toujours besoin de moments où il va falloir que tu get it done, tu vois? Qu'il va falloir que tu fasses les Ouais, trucs, quoi. Et ça, il faut le bloquer, mais il faut aussi te laisser cette capacité d'adaptabilité, qui est ouais, pour moi aussi une grosse clé de succès dans le sport de haut niveau, que le sport de haut niveau t'apprend, cette capacité à dire: «Bah, attends, là, il faut que il faut que je repriorise ça, il faut que je change ça, il faut que je mette ça d'abord», et donc ça, typiquement, moi, tous les matins, je repriorise toutes mes tâches, tous les jours. ouais. OK. Tous les jours, et ça me permet d'être plus intelligent sur les trucs à prioriser, ou les trucs à justement déprioriser, parce que une des grosses clés, je pense aussi, c'est, en gros, dans des métiers où tu as 20 feux à éteindre, tu ne peux pas les éteindre, les 20. Il faut que tu choisisses tes feux à éteindre, en gros. Et ça, D'accord. c'est mon métier aujourd'hui, c'est d'éteindre des feux. Mais c'est d'éteindre les bons feux, c'est de laisser brûler les autres pour que ça brûle les bonnes personnes, et que les bonnes personnes deviennent responsables de l'éteinte de ces feux-là. Et c'est comme ça que tu donnes de la responsabilité à tes équipes. Et pour moi, le sport de niveau, c'était un peu ça aussi. C'était être en capacité de prioriser les choses importantes au moment où il faut. Et donc ça a été, ouais, c'est un des trucs que je mets en place aussi aujourd'hui. Donc pour résumer, donc la première chose sur laquelle toi tu as vraiment mis un focus, c'est le chemin plutôt que la destination. Ouais, Le moment présent en fait, hein, clairement. le travail du quotidien, c'est, le coup de pagaie Hmm. suivant, Coup d'aviron, plutôt pagaie, on n'est pas des kayakistes, pardon, nous. punaise, oh là là, je vais me faire taper sur les doigts. Le coup de comment on dit? D'aviron, hein, c'est Aviron, ça? ouais. Donc vraiment ce focus du moment présent. Ouais, Ensuite, on a cette gestion du temps par des slots, de time block, ouais, qui te permet vraiment de protéger ton temps, exactement, ouais. hem, de toute, distraction. Et ensuite, est-ce que tu as d'autres éléments, Ouais, à nous pas il y en a un qui est clé, c'est de pas lâcher, quoi. Enfin, c'est bête, mais en fait, je me suis rendu compte, un truc qui m'a vraiment, vraiment scié quand la transition après le sport de niveau, c'est que je me rendais compte que quand il y avait quelque chose de difficile, les gens avaient tendance à arrêter assez tôt. Et que nous, ouais, dans le sport de niveau, bah, on a tendance à pousser un petit peu plus, tu vois? On a à le faire un poil plus, un poil plus, et en fait, cette notion du centimètre en plus, tu vois? C'est un truc qui, moi, me sert énormément aujourd'hui. Je me dis: «Bah, j'ai pas très envie de lâcher. Si je pense que le truc vaut la peine, je vais pas lâcher tout de suite, quoi», et j'ai tendance à lâcher un poil après les autres, et ça me permet d'avoir parfois un peu d'avance. donc la ténacité, dans une Ouais, difficulté où en persistance, effet ouais, les c'est autres, ça. vont lâcher le morceau, toi tu vas pas le Ouais, lâcher c'est avant ça. Mais de même, tu vois, dans des jobs plutôt commerciaux ou tout ça, ouais, tu vas dire: «Ouais, mais tu vois, tu vas avoir un non, par exemple, sur un deal, ouais, un non, c'est 90 du temps, c'est un oui caché, tu vois? Donc il faut pas être lourd, tu vois? Il faut être ouais. intelligent, il faut manœuvrer le truc intelligemment, mais si tu restes sur l'idée que c'est un non, et bah, potentiellement, tu as 90 de oui caché que tu loupes, tu vois? Donc il faut, pour moi, aller un peu plus loin, ça a été un élément assez clé, ouais. Donc là, on est sur vraiment un travail, de mindset, là, c'est la partie mentale. Ouais. Justement, sur cet aspect mental, il y a des choses que tu mets en place, qui te permet d'aborder tes journées avec plus de sérénité, de gérer le stress, de gérer les moments importants? Ouais, c'est
En fait, je me suis rendu compte que la gestion du stress, j'ai dû la réapprendre quand même après, parce que le stress était tellement différent. Le stress du boulot est quand même un peu différent du stress, je trouve, du sport. En tout cas, moi, tu vois, je le trouvais un petit peu différent. Mais il y a quand même deux, trois éléments clés qui m'aident pas mal au quotidien. C'est notamment quand, je sais pas, typiquement quand tu vas prendre la parole devant 400-500 personnes, tu sais que tu dois faire une conférence, tu vois. Ce qui m'arrive assez régulièrement aujourd'hui, bah, je me rends compte qu'en fait, je suis vachement stressé avant. Je suis vachement stressé. J'ai l'impression que c'est une demi-finale, je suis pas du monde. Je suis vachement stressé. Et en gros, je me dis que il y a un truc de Simon Sinek, tu sais, qui fait des TED Talks qui sont vachement bien. Et il dit une fois, il dit en fait, la limite entre l'excitation et le stress, c'est les mêmes facteurs que vous ressentez, c'est la même chose. L'expression physique du stress et de l'excitation, c'est les mêmes facteurs physiques en fait. Et en fait, si vous arrivez à vous convaincre, en fait, vous êtes excité et pas stressé, que vous êtes impatient, que vous avez envie de le faire, et ben, vous rentrez dans une spirale positive plutôt qu'une spirale négative, tu vois. Donc typiquement, moi, la gestion du stress, je vais essayer de l'appréhender sur la gestion de l'excitation, la gestion du positif, tu vois. La gestion de, ouais, je suis stressé, je vais certainement dire une connerie ou deux pendant ma conférence là, mais c'est quand même formidable de pouvoir le faire, quoi. C'est formidable de pouvoir parler à des gens, de pouvoir peut-être inspirer deux, trois personnes là-dedans, tu vois. Et en fait, je me sais toujours tourner le truc vers le positif. Ouais. Et ça, typiquement, dans le sport de niveau, je le faisais pas mal. Et d'ailleurs, on se foutait un peu de moi, mes coéquipiers se foutaient un peu de moi, parce que souvent, quand il y avait vent contre, tu vois, donc quand tu es au départ de ta course et que tu as le vent contre, bah, ça te rallonge ton temps de course, évidemment. Et ça favorise plutôt les mecs qui sont costauds plutôt que les petits comme moi, tu vois. Et non, moi, il y avait vent contre, j'étais là, yes, il y a vent contre. Et le vent tournait, et j'étais là, yes, il y a vent de travers. Et les mecs, ils me disaient, mais attends, il y a vent pour, yes, il y a vent pour. Je disais, mais à partir du moment où tu ne maîtrises pas un facteur extérieur, positive-le. Ah, mais on est Si tu complètement positives d'accord. ce facteur-là, bah, quelque part, tu es dans une logique positive et donc tout va mieux, tu vois. Et donc, ça, c'est des éléments qui m'aident vachement au quotidien aujourd'hui. Donc, je me rappelle de ces départs de course où il y a le vent contre. Je me dis, putain, c'est cool. Ah, mais on a le même sujet hein, sur la météo, le Ah vent. ouais, Au beach volley, c'était une catastrophe. Enfin, bah, pour j'imagine, ouais. beaucoup de joueurs, quand tu arrives dehors et que c'est la tempête et que le ballon, tu le jettes, il part à 20 mètres à côté. Et il y en a, ils étaient tétanisés par le fait de jouer sous ces conditions. Et en effet, si tu arrives avec ton mindset positif, nous, Ouais. c'était le cas, en tout cas, avec Youssef. On regardait s'il y avait du vent, on était ah, ça, c'est une bonne journée pour nous Ça, parce c'est qu'on pour va nous, emmerder ça. beaucoup. Ouais, ça, c'est C'est pour nous. ça. Et c'est vrai que ce mindset de détermination, de se pousser en fait à y aller, Ouais, ça compte. c'est hyper important dans ces Ouais, moments où bah, tu peux être un peu sous pression. clairement, Donc ouais. super, super puissant. Et moi, j'avais aussi une question concernant ta gestion du corps, du physique, Ouais, parce que tu m'as évoqué tes difficultés de passer à une vingtaine d'heures, trentaine d'heures par semaine d'activité physique à aujourd'hui, bah, tu vas me le dire, mais certainement divisé par 2, 3, 4, je ne sais pas combien. Donc ce changement physiologique. Aujourd'hui, je lis un bouquin de Bicente Lizarazu, donc c'est Vivre de sport, qui ouais, partage justement sa relation au sport et comment bah, ça lui permet d'être tout simplement bien dans son corps aujourd'hui. Il n'aime pas le mot, mais je vais l'évoquer. On parle du mot bigorexique. ouais. Donc c'est les addicts Les addicts du du sport, ouais. sport. Nous, sportifs de haut niveau, en tout cas, on est pour nombreux d'entre nous dans ce changement. Et moi, je le suis personnellement. Tu vois, moi, j'ai absolument besoin de faire cette pratique physique. Ouais, Ça me fait du bien. Je suis bien moralement quand j'ai fait mon sport. Je suis plus performant derrière dans mes tâches, du coup, en tant qu'entrepreneur, en tant que sales, ouais. quelle que soit d'ailleurs la tâche que je vais faire. Comment toi, quelle place ça a en fait dans ton quotidien maintenant, la pratique physique? Alors c'est une place évolutive parce que, en fait, je pense que le mythe de la morning routine, tu vois, je pense que c'est un truc moi, enfin, je pense que la réalité du quotidien, elle est là. Après, c'est comment tu évalues tes priorités. Pour moi, la transition du sport de niveau, ça a été de réduire un levier sur lequel que j'avais poussé au maximum pour aller, en faveur d'un équilibre sur tous mes piliers. Donc aujourd'hui, si la priorité, c'est la famille et que je dois rogner sur le sport, je vais rogner sur le sport. Pour moi, ce qui compte, c'est l'équilibre au total. C'est plus la performance de chacun des leviers. Et en gros, quand j'ai arrêté le sport, j'ai réussi à transitionner à faire du sport tous les jours, mais en réduisant la voilure, tu vois. Puis après, j'ai eu des gamins. Euh, Quand tu as des enfants, la priorité absolue pour moi, c'est les enfants, tu vois. Et donc, si je vais pas courir le matin, c'est pas grave, tu vois. Pour moi, c'est les enfants.
Et donc, ton niveau de priorité, tes rankings de priorité, ils évoluent. Et donc, là, moi, j'ai mon deuxième enfant qui va bientôt avoir 3 ans. Donc, quelque part, on sort un peu de cette zone rouge où il dort pas la nuit et tout ça. Et donc, il faut prioriser tout ça. Et puis après, moi, je me déplace beaucoup, je fais beaucoup de voyages. Donc, c'est difficile d'avoir des routines sportives quand tu es un jour à Londres, l'autre à New York. Tout ça, c'est que c'est pas facile de garder des hygiènes de vie sportive là-dessus. Par contre, j'essaie quand même de garder des socles, tu vois. Typiquement, j'ai un ergomètre à la maison, donc je vais faire un rameur, tu vois. Je vais faire 2-3 séances semaine. Je vais essayer d'aller courir une fois ou deux par semaine. Quand je me déplace à l'étranger, je prends une paire de baskets avec moi et le matin, je vais courir tôt, tu vois, ou je vais courir tard, ou peu importe là où je suis en fonction du jet lag, tu vois. Je vais m'adapter un peu à ça. Et je vais essayer d'aller tu vois, d'essayer de construire un petit peu tu vois, j'appelle ça équilibrer les fatigues, tu vois. Prendre de la fatigue physique pour équilibrer ta fatigue morale, parce que l'équilibre des deux va te permettre de reprendre de l'énergie, en fait. Mais c'est pas un truc qui est structuré, guidé, c'est un truc que chaque semaine j'adapte en Ouais. fonction des contraintes que j'ai dans la semaine, quoi. Est-ce qu'un cadre dirigeant, entrepreneur est plus performant, avec, le sport? Bah, clairement, enfin, je pense, en fait, le niveau de stress que tu vas avoir, le niveau comment tu vois, où ton cerveau il va être capturé, tu vois, tu te réveilles la nuit, putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû penser, ah, attends, il faut que je prenne une note, tu vois, enfin, tu sais, t'as ces moments-là, tu sais, d'hyper obsession, où t'as jamais vraiment l'impression de couper, tu sais, Ouais, cet élément-là, il est vachement usant. Et en fait, le sport, pas le sport de niveau, le sport tout court, il te permet de neutraliser ça. Et en fait, moi, ce que j'adorais à l'aviron, c'est que quand j'étais pendant 1 heure et demie sur un bateau, je pensais à chaque centimètre. Je me disais, attends, j'ai mon doigt de pied qui est pas dans le bon axe. J'ai mon pouce qui pousse pas. Attends, j'ai l'oreille qui. Enfin, tu vois, je pensais à chaque millimètre de mon corps et ça me ouais, permettait de faire abstraction de tout le reste. Et après, quand tu reviens, que tu te reconnectes à ta réalité, tu arrives avec un état d'esprit, t'es lavé, t'as nettoyé ouais, ta tête, tu vois. Et, j'adore. et ça, je pense que c'est tellement clé parce que ça te donne de la perspective sur tes problèmes, ça te donne des idées aussi, ça te permet Ouais, d'être plus créatif et aussi ça t'aère ton cerveau. Ça t'enlève tes merdes que tu as dans le cerveau, ça te permet de faire circuler le sang et ça, d'un point de vue purement mécanique, c'est aussi bon, tu vois? Donc non, c'est clair que le sport t'aide dans ton dans ouais, dans ton boulot, c'est sûr, c'est sûr. hem, est-ce qu'aujourd'hui, dans tes piliers de performance, tu as, semblablement, les mêmes, piliers que tes débuts, de carrière sportive? Donc tu as parlé d'entourage, tu sais, quand, tu as pris la Ouais, décision, de pas te lancer dans une structure fédérale. Est-ce qu'aujourd'hui tu as remis en place ces mêmes piliers? Hem, ouais. quelle serait la différence? C'est des piliers différents parce que évidemment, en gros, tu as tes niveaux de priorité qui changent, tu vois? Typiquement, à l'époque, mon niveau de priorité maximale, c'était le sport, mais tellement loin devant, tu vois? Rien d'autre n'avait de sens, tu vois? Pour moi, aller à un mariage, c'était impacter ma perf. Boire un verre de vin, c'était impacter ma perf, donc je le faisais pas, tu vois? On s'est jamais croisé à une soirée à l'ESC Montpellier quand on était à Montpellier parce que moi, j'étais un moine et toi, je pense que tu étais assez pareil. On était C'est super vrai. sérieux sur notre pratique sportive parce que ce pilier-là, il était au max, ce qui fait que le pilier, par exemple, relation amicale, il était plus bas. Aujourd'hui, moi, j'essaie d'être plus équilibré dans ma démarche. Par contre, c'est vrai que euh, avoir des gens qui vont t'aider, un groupe de mentors, avoir des copains avec lesquels tu peux avoir des discussions un peu de fond, avoir une pratique sportive saine, avoir une famille qui va bien. Pour moi, la famille, c'est au-dessus de tout, donc évidemment, c'est la priorité maximale. Tu vois, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui évoluent avec le temps. Et donc aujourd'hui, je me retrouve avec un focus famille, un focus pro, sur lesquels qui sont mes deux focus prioritaires. Le focus sport, il arrive un peu après, mais je suis en train d'essayer de le remonter parce que j'arrive près de 40 ans, il faut que je me remette en forme, tu vois. Ouais, Les premières années de mes enfants, j'ai coupé un peu trop le sport, donc là, je remonte ce levier-là. Donc j'essaie de piloter un peu ces différents leviers en fonction des contraintes que j'ai au quotidien, un peu comme tout le monde, mais j'essaie d'être tu vois, intentionnel là-dessus, tu vois? De d'accord, pas laisser les choses glisser parce qu'après tu rentres dans des routines et comme on le disait, la routine, ça peut aussi te tuer, tu vois? Il faut bien vraiment sûr. réussir à sortir de ça, à se réinventer. Donc c'est des choses que j'essaie de faire, ouais. C'est pas facile. Dans ton entourage professionnel,
Donc on va prendre, quelqu'un par exemple chez Shopify, Ouais. avec qui tu t'entends bien. Comment est-ce qu'il te décrirait, du coup dans ton travail? Hem, alors ça dépend si tu demandes à mes équipes ou à des gens de mon niveau hiérarchique, mais je pense que de façon générale, j'arrive à créer de la confiance, tu vois? Je te le disais sur, le côté vulnérable, tu vois? L'élément de créer de la confiance et donc de la dynamique collective, c'est un élément qui moi m'intéresse beaucoup et donc j'arrive à créer pas mal d'engagement, justement en étant très humain, tu vois? Très très moi-même, tu vois? J'ai pas la sensation d'aller mettre un masque quand je vais au boulot et donc je pense que ça crée de la connexion et ça crée de l'avancée. Donc je pense que ça viendrait certainement. Puis après, il y a le côté aussi très, ambitieux, tu vois? Moi je suis pas là pour, faire 100 hein. Je suis là pour qu'on y arrive mieux, tu vois? Pour qu'on fasse des trucs OK. plus gros, mais pas au sacrifice individuel, tu vois? Donc je pense qu'il y a de l'ambition et il y a aussi, ouais, de la capacité, à créer de l'émulation. L'émulation, c'était le nom de mon club d'aviron d'ailleurs, l'émulation nautique de Bordeaux. Le mot émulation, c'est un mot qui résonne pas mal pour moi. Et cette émulation, cette ambition, est-ce que tu penses qu'elle vient du côté compétiteur que tu as pu développer pendant ta carrière? Alors, c'est une question que je me posais, tu vois, l'autre jour, je me disais: «Mais est-ce que en fait, le sport, il crée chez toi des qualités ou est-ce qu'il révèle les qualités qui étaient déjà chez toi?» D'accord, Tu vois? c'est une bonne question. Et en fait, moi, j'ai jamais eu le sentiment d'être un compétiteur. Tu vois? Au sens compétiteur de, je veux battre l'autre. Je me suis Oui. jamais construit dans la démarche d'aller écraser l'autre. Je me suis toujours construit dans la démarche d'aller m'écraser moi-même, d'aller réussir à extraire le meilleur de moi-même, tu vois? Et en fait, cette notion de compétition, c'est pas trop une notion de compétition de, «Attends, je vais te battre». Évidemment, il y a de ça aussi, tu vois? Il y a un peu de ça, mais c'était pas le levier principal. J'avais des coéquipiers en équipe de France dont le levier principal, c'était d'aller écraser l'autre, quoi Ouais. et ça fitait pas avec ces gens-là, je les comprenais pas, tu vois? Et aujourd'hui, ouais, alors donc la notion de compétition, c'est plus une notion d'aller donner le meilleur de moi-même avec mes équipes et si on gagne, tant mieux. Ouais, je vois, tu as besoin de toute façon d'aller te challenger. Ouais, Moi, ce que j'aime enfin moi, ma perception de la compétition aujourd'hui, c'est plus, bah, par exemple, si je suis en train de faire mon footing ouais. et que je me retrouve à être dépassé par quelqu'un, Ah, bah, j'adore tu vois, ça. tout de suite, ça me pique au Ouais, vif, bien tu sûr, bien vois? sûr. Tu Bien vois, sûr. j'ai l'orgueil, je fais: «Ah, mais punaise, en plus, en footing, j'aime bien ça». Bah, moi, j'adore quand ça se passe parce que ça va me challenger et juste pour le défi, Ouais. je vais aller vouloir tenir et coller au cul la personne avec moi et d'ailleurs, une fois, ça m'est arrivé, je suis tombé sur un marathonien qui faisait ça, Bonne qui chance. faisait ça régulièrement et en fait, on était parti pour un 20 kilomètres et quand il me l'a dit, il m'a dit: «Bah, tu sais, moi, je cours des marathons régulièrement, et je dis: «Bah, merci, tu vois, aujourd'hui, tu m'as tiré vers le haut et je suis allé faire des choses que j'aurais pas fait seul» et c'est ça, Ouais, que mais c'est j'aime une aller démarche chercher. positive, tu vois? Ce qui est Ouais, intéressant, c'est que c'est une démarche positive, ça te pique positivement et tu vas pas aller chercher à écraser l'autre, tu vas aller chercher à utiliser l'autre pour être meilleur toi-même, quoi. exactement, Et exactement. et tu vois, les gens qui vont te doubler en courant et que tu vas ess et où tu vas essayer non pas de t'accrocher, mais juste de passer devant et de Ouais, ralentir ou ce genre de truc, ça pour moi, c'est des marches de con et tu en as quand même bien beaucoup sûr. qui se construisent là-dedans. Par contre, aller se mettre à côté, essayer de mettre un pas devant et voir que l'autre accélère, faire un petit sourire, un petit clin d'œil et accélérer un petit peu plus, ça, je trouve ça génial. Ah, j'adore. Ouais, Moi, en tout cas, j'essaie de le mettre en place, tu vois, dans le quotidien pro et sport. Enfin, je trouve ça ouais, tellement stimulant. En tout cas, ça fait partie des choses que je reprends du milieu sportif. ouais, ouais, ça m'étonne pas, ouais, c'est clair que en plus, toi, tu l'as vachement travaillé, donc c'est vrai que ouais, c'est des sujets sympas, ouais. Hem, il y a une question pour conclure un peu cette phase sur les clés de performance, et d'état d'esprit. On est sur le podcast No Pain, More Gain, donc sans douleur, plus de résultats, qui fait, du coup, référence au leitmotiv No Pain, No Gain, donc sans douleur, pas de résultat. Ouais. Toi, tu te considères comme étant un mindset No Pain, No Gain ou No Pain, More Gain? Heu, les 2, mon capitaine. Enfin, c'est compliqué parce que nous, si tu veux, on est à l'aviron, on est éduqués dans cette notion de tu commences à progresser quand tu es dans le dur.
Ouais. Tu vois? Mais il y a le dur et il y a le mauvais dur, il y a le bon dur. Il y a le bon chasseur, le mauvais chasseur, tu vois? C'est un peu ça aussi. Tu vois? Tu as cette notion-là d'aller chercher la douleur pour la douleur, je trouve ça débile, tu vois? En fait, moi, ce que je trouvais vachement intéressant dans le sport, c'était, d'aller travailler dur, mais travailler intelligent. L'aviron, Tout c'est un à fait. sport de feignant. Tu es assis, tu vois? Mais ton objectif, c'est d'optimiser la vitesse de ton bateau à une énergie donnée. Donc, si tu es dans une démarche d'aller juste te faire mal à la gueule, ton bateau, il va pas avancer plus vite. En fait, il faut que tu optimises. Donc pour moi, l'optimisation, c'est du no pain, tu vois? Et Ouais. cette optimisation-là, elle a vachement de sens. Hem, Si tu es dans la logique d'aller juste cravacher, cravacher et enchaîner les coups d'aviron sans être concentré sur chacun de tes coups d'aviron, sans chercher à l'optimiser, bah là, tu es dans une démarche, no pain, no gain, tu vois? Qui Ouais, qui ouais, ouais, qui a pas de tout à sens. fait. Tandis que si tu es dans un truc où tu vas faire 20 kilomètres d'aviron, tu vas faire 2000 et quelques coups d'aviron sur ta séance, et que chaque coup, tu te dis: «Attends, ouais, non là je l'ai loupé, attends, là je reprends, attends mon coude était mal placé», tu vois? Là, tu es dans une démarche, qui est painful, mais qui est intelligente, tu vois? Donc ça va être de la bonne pain qui va te ramener Ouais. plus de gains pour moi. Donc je me situerais un peu là-dessus, tu vois? Donc je dirais un peu les 2, tu vois? Ouais, en tout cas, c'est, un positionnement, je trouve, juste entre, cette notion qualitative et quantitative. Exactement, tu as besoin de la quantité. Tu besoin de Ouais, enfin, tu vois, tu as besoin de la quantité, tu peux pas dans ton sport comme dans le mien, tu pouvais pas survivre si tu avais pas les bien sûr. fondamentaux justes et les fondamentaux, c'est du travail, quoi et donc le travail, il va te faire un petit peu mal, mais il doit te faire mal intelligemment. C'est-à-dire que tu dois pas aller à la fracture. Moi, j'ai essayé toujours d'aller surfer, tu sais, sur le moment où tu commençais à sentir sinon on faisait pas mal de fractures de fatigue aux côtes, à l'aviron. Ouais, OK. Donc quand je commençais à sentir des petits scintillements dans mes côtes, je me disais: «C'est bon, là maintenant, il faut que je fasse de la surcompensation», tu vois? Et c'était un peu mon truc, donc j'allais pas, à la douleur, à la fracture, j'allais juste avant, tu vois? Donc cette notion de se comprendre, elle est assez clé, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut absolument, connaître ton corps, mais parfaitement pour pouvoir justement jouer avec cette limite. Exactement, ouais. Ouais et puis après comme Et te ch comme on parle physique, mais mental aussi, du coup. ouais, clairement et puis toi, tu l'avais pas mal dans ta carrière, tous ces trucs d'inflammation, tous ces trucs-là de Mmh. galère, qui ont donné lieu à tes 1ers, lancements, entrepreneurial. Enfin, tu vois, c'est vachement dur de réussir à surfer sur la santé et pas tomber dans la blessure et pas tomber dans ces choses-là donc ouais. Ouais, c'était un sacré sujet. On va maintenant rentrer dans les questions d'introspection, Mmh. et de conclusion. Oui. C'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est les peurs aujourd'hui, tu sais, c'est des peurs liées à la famille, tu vois? C'est des peurs liées aux enfants, c'est que tes enfants ont des problèmes de santé, c'est que tu les éduques pas de la bonne façon, c'est les choses importantes, tu vois? Donc pour moi, les choses importantes, c'est la santé. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que le fait d'avoir, fait les jeux olympiques, ça a coché en moi une case de confiance où je me dis: «Quoi qu'il arrive dans ma vie, je l'ai fait. J'ai fait ça», tu vois? Et en fait, ça me et tu vois, j'aurais fait champion olympique, comme on le disait tout à l'heure, j'aurais fait, tu vois, je me serais arrêté aux championnats du monde, j'aurais certainement le même sentiment, tu vois? De me dire: «Bon, ça, je l'ai fait» et en fait, ça a coché une case en moi qui me donne énormément de confiance, tu vois? Où je me dis: «Bah, professionnellement, si demain je perds mon taf, je peux repartir de zéro, je l'ai déjà fait, je le referai, j'ai déjà réussi en partant de zéro. Je l'ai déjà fait plusieurs fois même. Donc, tu vois, j'ai pas de peur professionnelle, ce qui me donne énormément de liberté de ton d'ailleurs. Tu vois, je suis pas corporate là-dedans, je vais vraiment être libre de penser ce que je pense, parce que si jamais je perds mon taf, j'en retrouverai un demain, c'est pas grave, tu vois. Donc j'ai vachement de confiance là-dessus. Donc les peurs, elles sont vraiment liées à des peurs de santé ou des choses que tu peux pas contrôler. Mmh. Ouais, ça c'est le genre de truc qui me fait flipper, ouais. Il y a des trucs que tu regrettes dans tout ton parcours? Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. En fait, je me suis rendu compte que quand je suis arrivé en équipe de France élite, je suis arrivé en venant d'un groupe, de mon club où c'était un groupe, chambreur, tu vois? Grande gueule, tout ça. On était vachement là-dedans, on avait une dynamique de groupe énorme et je suis arrivé en équipe de France
en supposant que ça allait être un peu ça. Et donc je suis arrivé un peu grande gueule en équipe de France. Je suis arrivé en l'ouvrant certainement un peu trop et en disant des choses peut-être pas, pas aussi, enfin tu vois, j'ai peut-être pas été aussi fin que j'aurais dû l'être. Après, je le regrette pas vraiment non plus parce que j'étais moi-même, mais en même temps, je pense que ça m'a desservi après parce que ça a cassé des relations très tôt avec des gens qui ont été assez clés en équipe de France, qui ont pas pu me blairer et ça m'a porté tort, tu vois? Et je pense que ça a impacté ma capacité à donner mon potentiel plein parce qu'il y a eu des gens qui ont eu des perceptions de moi qui étaient biaisées, certainement parce que je l'ai ouverte un peu trop ou un peu mal à certains moments. Je regrette un peu cette partie-là, tu vois? Je pense que j'aurais pu certainement avoir des relations plus saines avec certaines personnes qui auraient été assez clés, qui m'auraient permis d'aller être dans les bons bateaux au bon moment. Donc ça, je le regrette un peu. Et puis après, tu as toujours le regret de la. Tu sais, l'aviron, c'est un sport qui se finit souvent en centième. Donc il y a quelques courses sur lesquelles, si j'avais 10 centièmes à répartir sur ma carrière, ça aurait pu complètement changer la phase de ma carrière, tu vois. Il y a 2-3 courses où j'aurais rajouté 5 centièmes là, 3 centièmes là, j'aurais un paquet de médailles en plus, tu vois. Donc j'ai ce regret de quelques centièmes en plus quelque part, mais et voilà, c'est les deux seuls regrets que j'ai dans ma carrière, on va dire. Enfin, regrets, ouais, c'est les deux éléments que si je pouvais revenir, je changerais. Et quel conseil tu te donnerais du coup à ton début de carrière? Ouais, je pense que, sois malin dans la façon dont tu te positionnes, vis-à-vis de toutes les personnes autour de toi. Le fait que tu sois très moi, j'étais très extrême quand j'étais dans ma tu comme je te l'ai dit sur les entraînements, j'allais vraiment dans des trucs, dans les niveaux de douleur assez élevés, j'allais vraiment être extrême dans mon environnement de perf. Hem, Ça, en fait, ça, je pense que ça se tra faut réussir à le traduire avec les gens qui sont autour de toi pour qu'ils le comprennent et qu'ils le respectent et je pense que, tu vois, je me serais dit: «Traduis-le un peu mieux peut-être, mais fonce, fonce, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup». Ça va être dur, hein, mais ça va être fun aussi. Tu vas faire glisser des bateaux dans le monde entier avec des copains, c'est quand même sympa, tu vois? Hem, Quels seraient les 3 mots justement pour, rester sur cette carrière sportive, qui résumeraient, donc toute ta carrière sportive? Bah, je dirais atypique peut-être, tu vois? J'étais pas le profil, de l'emploi, je viens pas du milieu, enfin, tu vois? J'étais pas vraiment, prédestiné pour ça. J'ai fait une carrière qui était quand même aussi atypique dans le sens où j'étais pas sur les structures fédérales, j'étais sur une école de commerce, tu vois? Il y a personne qui faisait une école de commerce, en même temps. Tu vois? Donc il y avait un côté un peu atypique, mais c'était c'était mon essence, tu vois? C'est ce qui m'a permis d'avancer. Il y a peut-être un tout petit goût d'inachevé, je pense, qui est assez sain, qui est normal, tu vois? J'ai un peu ce sentiment, tu vois? De me dire: «Bah, ouais, j'aurais peut-être pu faire mieux à certains moments» et je pense que c'est bien parce que quelque part, ça te garde les pieds sur terre. Donc je pense qu'il y a un petit sentiment d'inachevé sur certaines choses, mais c'est un sentiment d'inachevé qui est mêlé certainement au troisième mot que je mettrais, qui est fier, quoi. Fier, tu vois? Je suis fier d'avoir inspiré peut-être 2-3 jeunes, tu vois? D'avoir transmis un peu le truc et d'être allé au bout d'une démarche, sportive qui était super intéressante, d'être allé, d'avoir créé des relations avec des gens formidables. Formidables, franchement, vraiment des gens top dans ce milieu. Il y a des cons aussi, hein, mais il y a vraiment beaucoup de gens bien et je pense que ça m'a vraiment structuré en tant qu'homme ou je sais pas si enfin, ça m'a révélé en tant qu'homme, tu vois? Donc il y a de la fierté, il y a de la fierté aussi dans tout ça, ouais. Donc atypique, inachevé et fier. Ouais, je dirais ça, ouais. Et comment tu résumerais du coup cette nouvelle carrière de vie, heu, depuis maintenant 9 ans? Bah, je dirais, transition réussie, mais transition douloureuse. Ouais, je dirais ouais, transition réussie, transition douloureuse. Je dirais peut-être, hem, je dirais socle, tu vois? Un truc, un socle, une fondation solide de performance aujourd'hui, tu vois? J'ai l'impression que je suis stable, tu vois? Ouais. J'ai confiance dans ce que je fais, je suis pas arrogant dans mon métier parce que je sais qu'il y a encore énormément de choses à apprendre, mais je me sens stable sur mes fondamentaux et je sais que j'ai encore beaucoup de choses sur lesquelles je peux grandir et ça, je suis content d'avoir un socle stable. Donc je dirais transition réussie, transition douloureuse et peut-être socle ou stable, un truc comme ça, tu vois? OK, très, très clair. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Hem, c'est marrant, c'est plus quantifiable, hein, c'est plus la même chose, hein, c'est plus: «Ah, je veux être champion olympique», tu vois? C'est plus ces trucs-là, tu vois?
Pour moi, c'est l'équilibre, je pense. Pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'est l'équilibre. C'est arriver à, à stabiliser, tu vois, à stabiliser ma vie sur les différents leviers. C'est donner suffisamment de temps à ma famille, à mon boulot, à mes amis, à tout ça, tu vois, à mes passions. Et puis aussi, on n'a pas parlé tu vois, de l'engagement, par exemple, au CNOSF, tu sais, aller Oui. rendre aussi, ça j'ai fait pendant 8 ans, donc auprès du CNOSF, être à la commission des athlètes, et tu vois, essayer d'aller structurer les choses pour que les générations futures, elles puissent avoir une structure qui leur permette d'être plus performants, tu vois. Ça, c'était un des piliers de ma vie qui était important. Donc pour moi, je pense que le futur, je le vois vachement dans la stabilité de ces piliers-là. Euh, ouais, c'est ça, je pense. T'as un rêve, un rêve que t'as pas Euh, encore réalisé. Moi, je dirais, moi j'aime bien l'idée d'aller faire mon propre sillage, tu vois. J'aime bien ce truc, tu sais, le côté atypique, le côté je fais mon propre chemin, j'aime bien ça, tu vois. Donc j'aime bien, j'aimerais bien continuer à aller chercher de la liberté là-dessus, de la liberté à aller construire mon propre sillage, Et aller du faire des coup, trucs. est-ce que tu as une chose en tête, tu Pas, vois, là, franchement, pas spécialement, tu vois. est-ce que c'est de devenir CEO de Shopify? Est-ce que c'est de créer Euh, ta boîte? Est-ce qu'il y a des choses, tu vois? Alors là, on est non, dans le pro, mais ça peut être aussi dans le perso. Est-ce que c'est ouais, monter le. pour moi, le perso, dans le perso, c'est stabiliser la famille, tu vois. Avoir Ouais, des enfants heureux qui trouvent leur voie et soutenir dans leur voie, peu importe ce qu'elle est, tu vois. Ça, c'est le perso. Le pro, c'est j'ai envie d'aller trouver des façons innovantes de faire avancer des business. Ça OK. m'intéresse, tu vois, d'aller dans les trucs, tu vois. Tu as plein de modèles, typiquement, tu as les modèles commerciaux qui sont assez classiques, qui sont assez transactionnels. Il y a plein de choses à aller faire, il y a des choses à aller révolutionner, il y a des approches à trouver différemment, il y a des structures à mettre en place qui vont générer plus de croissance, tout ça. Ça, c'est des choses qui m'excitent, tu vois, qui m'intéressent. Donc, je suis vachement dans ces démarches-là aujourd'hui au boulot, d'aller créer l'innovation. Euh, Ça, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'un jour je crée une entreprise? Je sais pas. Est-ce que ça veut dire que je vais continuer à monter les échelons? Peut-être. Tu vois, j'ai pas de. Pour moi, Mmh. tant que je fais un truc où je peux innover, où j'ai des ressources pour le faire, j'ai des équipes bien autour de moi, c'est bien, tu vois. Donc, j'ai vachement d'ambition pour mes équipes. Et en fait, je sais que, encore une fois, en me concentrant sur ce que je fais aujourd'hui, ça va créer les opportunités de demain. Comme l'opportunité que j'ai aujourd'hui, enfin, le boulot que j'ai aujourd'hui, c'est une opportunité qui s'est créée parce que j'ai bien fait mon boulot avant, tu vois. Donc, en fait, je donne une direction, mais une direction floue. Cette direction floue, elle se construit d'abord par chaque coup d'aviron, chaque coup, tu vois, au boulot, chaque progrès. Tu vois, ça, si je me concentre bien sur le processus aujourd'hui, je sais que ça va payer vers quelque chose qui va m'intéresser, quoi qu'il arrive. Et donc, ça va parfaitement avec la question qui est la suivante, c'est est-ce qu'avec cette manière d'avancer, tu arrives à avoir une vision dans 10 ans? 10 ans, c'est dur, hein. C'est loin, hein? Ouais, Enfin, ouais, tu c'est vois, très loin. en gros, si je me pose parfois cette question-là de me dire je serai où dans 10 ans, mais quand je réfléchis à où j'étais il y a 10 ans, enfin 10 ans, on est quoi, 2025? 10 ans, j'étais en train de préparer les jeux j'étais à fond dans un De truc. Rio? En 10 ans, il s'est passé, j'ai réussi ma transition professionnelle, j'ai fait les jeux, j'ai eu 2 enfants, je me suis marié, j'habite à l'étranger, j'ai changé de pays, j'ai changé d'industrie. Il y a quand même quasiment rien à voir avec, ce qu'il y avait il y a 10 ans. Je me souhaite juste, potentiellement, d'avoir un parcours aussi fun que celui que j'ai eu les 10 dernières années. Et dans 10 ans, je sais pas où je serai, mais à partir du moment où je continue à mettre les recettes, tu vois, qui ont rendu le quotidien fun jusqu'ici, je pense que ce sera certainement un endroit fun. J'espère en tout cas. Magnifique, merci, C'est beau, Ben c'est beau. pour, non, mais franchement, tu as toujours une réponse très philosophique et limpide. Enfin, on va conclure, ce podcast par les enseignements, Ouais. du coup du monde du sport de haut niveau et ce que tu en as tiré pour, revenir sur les 3 plus grands, donc que tu garderais, qu'on redonnerait donc à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, pour qu'ils puissent repartir avec, 3 grands enseignements, lesquels ce serait? Ouais, je dirais le premier, vous êtes libre. On est libre de faire plein de choses dans nos vies et certes, souvent on a l'impression qu'on est enfermé dans des schémas qu'on peut pas faire, qu'on doit pas faire, enfin, je pense qu'on est vachement plus libre que ce qu'on croit et on a vachement de liberté à créer nos propres sillages.
Donc aujourd'hui, je pense qu'un des premiers enseignements, c'est voilà, il y a vachement de façons différentes d'être heureux et il faut réussir à aller explorer des façons différentes de le faire. Donc pour moi, il y a la liberté qui est un premier enseignement, je pense. Après, il y a cette espèce de solitude que le sport m'a amené, c'était la solitude du travail, mais c'est une solitude entourée. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ressentent ça, tu vois, qui se sentent souvent seuls. Euh, il faut réussir à s'entourer de gens pour être performant et il faut réussir à être vulnérable. Parce que la confiance, le lien humain, c'est des choses qu'il faut avancer, quoi. Donc, même si on se sent seul parfois, arriver à construire autour de soi un board tu vois, cette espèce de conseil d'administration, de mentor, ces gens autour de soi avec qui on peut avoir des conversations ouvertes, pour moi, c'est un élément super important. Ça a été un élément clé de ma perf. Et après, je dirais peut-être l'instinct. On est des animaux, quoi. On s'en rend pas compte, mais Mmh. notre cerveau, il intègre tellement d'informations dont on n'a pas conscience intellectuellement, qui vont donner ce sentiment d'instinct de quelque chose est bon, quelque chose est pas bon, quoi. Et je pense qu'il faut réussir à écouter plus son instinct dans une société où souvent on a tendance à surintellectualiser les trucs. L'instinct, ça reste un baromètre super important. Moi, l'instinct, il m'a dit que je pourrais faire les jeux. Il n'y avait rien a priori qui s'alignait pour le faire, et finalement je l'ai fait. Et donc je pense que écouter son instinct parfois, même si ça paraît un peu impossible, c'est bien aussi, quoi. Donc pour résumer, tu as parlé de liberté, la Ouais, liberté de franchir le pas, de pas avoir peur, de s'exprimer, ouais, d'être, aussi autonome et proactif ouais, dans cette notion de liberté. Ensuite, dans le 2e point, tu nous as parlé d'encadrement de board, sur qui tu vas pouvoir t'appuyer, avec qui tu vas avoir une vraie relation de confiance et de ouais, transparence dans la communication. Tu parles de exactement. vulnérabilité, Ouais, super important. ce qui crée les liens de confiance, hein, Mm. clairement. Et enfin, donc L'instinct. le 3e point, cet instinct animal, Ouais, ce ressenti qu'on peut parfois ressentir au niveau là des tripes, hein, ouais, c'est ici. Ça, c'est quelque chose de très puissant et je pense qu'il faut absolument pas le renier et donc 3 gros enseignements. ouais, Merci Ben pour ce partage. avec plaisir. Hem, on est sur la fin de ce super épisode, ça fait plus d'1 heure et demie qu'on échange ensemble. Déjà. Aujourd'hui, si on souhaite, tout simplement te contacter, c'est quoi le meilleur moyen? Je suis relativement actif sur LinkedIn, donc LinkedIn, vous pouvez me trouver Benjamin Lang. Je suis Benjamin Lang Oli, je crois, je suis un truc comme ça sur LinkedIn. Ouais, vous pouvez me suivre là-dessus ou m'envoyer un message, j'essaie de répondre à tous les messages sur LinkedIn ou sinon sur Instagram. Je suis aussi, même si je vais peut-être le désinstaller un de ces jours, je perds du temps avec ça. Mais sur Instagram, ouais, c'est Benji Lang, je crois, quelque chose comme ça. Donc, Donc on peut t'envoyer un message pour tout type de sujet, type de sujet, ouais. Je suis toujours ravi d'aider, moi. Vraiment, enfin d'aider, d'échanger, tu vois. Si je peux ouais. aider, c'est super, mais d'échanger, je suis toujours partant pour faire ça, ouais. On peut te retrouver, parce que tu es très actif, au sein de l'écosystème Shopify et du e-commerce. Ouais, Tu interviens, en tant que speaker très régulièrement, ouais, donc on peut te suivre aussi sur toute cette actualité-là, exactement, ouais. et les différents médias. Ouais. Est-ce que, ça c'est ma dernière question, tu as une personne à qui tu peux me mettre en relation pour un futur épisode, tout aussi inspirant que le tien? Ouais, Donc j'en ai plein, il y a plein de gens géniaux. Alors je pensais à des gens de l'aviron, puis je me suis dit, l'aviron, tu as des gens comme, Julien Bain, Julien Després, Cédric Berrest, tu as des mecs qui sont vraiment, vraiment, vraiment super, quoi, qui ont des parcours super intéressants. Mais je me suis dit que j'allais sortir un peu de mon carcan sportif et je pensais à Marie Martineau. Je sais pas si tu connais Marie Martineau, elle est double vice-championne olympique de ski halfpipe. énorme. Euh, Marie, elle est géniale, elle a un parcours de vie super intéressant. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé, notamment quand j'étais à la commission des athlètes. Enfin, c'est quelqu'un qui est à la commission des athlètes avec moi, donc on a énormément échangé. Elle a des valeurs super, elle est géniale. Toi qui adores la montagne, ça va te faire kiffer d'avoir quelqu'un de la montagne. Donc, ouais, Marie Martineau, je pense que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Marie, elle a un parcours super intéressant parce elle avait arrêté le haut niveau pour ouvrir une boîte de nuit, je sais plus dans quelle station.
Et donc, elle avait une boîte de nuit, un bar, tout ça. Puis après, elle a repris le haut niveau, elle a refait les champions olympiques. Enfin, elle a un parcours super intéressant. Elle est vraiment géniale, Marie. J'adore. Bah, écoute, Marie Martineau, je rentrerai en relation avec toi. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce super moment. Moi, j'ai passé un moment juste toujours aussi inspirant. Tu m'as appris encore plein de belles choses et je suis vraiment ravi d'avoir fait cet épisode avec toi. Bah, écoute, merci de m'avoir parce que j'ai vu que tu avais eu des gens super inspirants aussi sur la saison précédente. Tu avais vraiment vraiment de super échanges. Donc, merci de faire ce podcast. Il est super intéressant. Je suis vraiment ravi d'avoir été là. Merci de m'avoir eu. Merci Ben. Ciao. Ciao. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a très certainement des clés de performance que vous allez pouvoir mettre en pratique dès maintenant. Pour aller plus loin, option numéro 1, rejoins ma newsletter exclusive NPMG où je te partage chaque mois des conseils pour développer tes performances autour de 3 piliers, l'alimentation, le sport et le bien-être mental. Option numéro 2, retrouve-moi sur LinkedIn ou Instagram pour me faire part de tes retours sur l'épisode. Tu peux m'écrire un message directement, je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. Si l'épisode t'a plu, ne manque pas de liker, de partager en story et de mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Pour plus d'infos, je te mets tous les liens utiles dans la description. Merci encore pour votre écoute. On se retrouve dans le prochain épisode. No pain, more gain.